Amplitude FM 103.3, c'est Mystique. À 12h passées exactement de 10 minutes, citoyens et citoyennes, nous sommes samedi 22 décembre de l'an de grâce 2012. Le plaisir est le nôtre de vous savoir toujours aussi nombreux au rendez-vous de votre débat politique sur les ondes de la radio Amplitude FM 103.3 en modulation de fréquence. Émettant depuis le carrefour CPR et Ligue-Sono à Yaoundé. Nous sommes au Cameroun dans la capitale politique, Yaoundé. Bienvenue ainsi à votre plateforme hebdomadaire Regard sur la société. Regard sur la société PMU, rétrospective sur les grands dossiers de la semaine au Cameroun et au-delà de ses frontières. Par-dessus tout, Regard sur la société vous offre en guise de sujet phare la femme camerounaise et les enjeux de développement en vue de l'émergence à l'horizon 2035. Quel rôle la femme camerounaise doit-elle jouer dans les sphères telles que la politique, la société civile, la religion pour l'équilibre des genres dans une démocratie en marche comme celle du Cameroun? Analyse, commentaire, ce sera avec nos invités qui sont en train de nous rejoindre dans le studio blé climatisé de la radio Amplitude FM. Pour ce samedi, Regard sur la société ne dérobera pas à la tradition des autres différentes rubriques, le journal des journaux, la chronique sportive de la semaine, et en guise de sujet d'entrée, nous allons tour à tour évoquer et faire l'économie de ce qui convient de considérer comme étant un écho de bruit de bottes à la garde présidentielle, où selon des publications de certains journaux cette semaine, faisait état des revendications d'un groupuscule des agents de cette garde au sujet des primes non reçues. D'ici à 2012, Douala au cœur du fiasco. La compétition qui prend fin ce samedi a connu des moments troubles dans l'organisation. Nous allons décrypter aussi cette actualité sportive dans le cadre de votre débat Regard sur la société. L'absence du Premier ministre qui bloquerait un éventuel remaniement ministériel. Les journaux en ont fait des choux gras cette semaine. Nous allons en parler dans le cadre de Regard sur la société. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies vient d'autoriser une intervention militaire au Mali, mais sans en préciser le calendrier. Puis, en info ou intox, avant-hier, vendredi 21 décembre 2012, l'on a annoncé à grand renfort de communication la fin du monde, le 21 décembre 2012. Bien fort heureusement, le monde continue et votre radio aussi. Au générique de cette édition, coordination centrale Francis Libéral, le chef de chaîne, direction technique Jacqueline Jonsi, supervision générale Christophe Noubissi, le PDG d'Amplitude FM et de New TV, mise en nom de réalisation Le Grand, collaboration rédactionnelle Yannick Efa, Grégoire Nsama, et puis au support vocal Justine, Jerry Ebar. Vous aussi, chers auditeurs, citoyens et citoyennes, votre contribution au débat compte. Donc, vous pouvez appeler en direct de la radio en composant le 22 04 57 30 ou en envoyant par SMS vos réactions au 72 93 87 50 ou encore au 91 72 81 73. Je répète, le 72 pour le SMS, 93 87 50, le 91 72 81 73. Comme on parle de femmes camerounaises et la problématique du genre dans le développement du Cameroun vers l'émergence à l'horizon 2035, on va prendre une respiration musicale. Anne-Marie Zier, Liberté, on se retrouve derrière pour entrer de vif dans le débat du regard sur la société. Bienvenue une fois de plus. Liberté.
a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Dieu merci, nous sommes libres. Oh mon Dieu, merci. Liberté. Liberté, Dieu tout-puissant, nous sommes libres, merci. Auguste, conquérant de la liberté, sur une route jalonnée de fer, sous 36 000 brasiers déchaînés, vous avez lutté et vous avez sauvé la vie. Écoutez, frères païens noirs, écoutez leurs pas résonner comme des génies en vie. Tous comme un seul homme debout, luttons pour nos intérêts et luttons pour l'avenir. Afrique, apôtre de la paix, rassemble des enfants. Liberté, liberté, Dieu tout-puissant, nous sommes libres. Et toi, Cameroun, rêve nos ancêtres. La liberté avance sur un pied vert, rouge, jaune. Je te vois gémir devant ce fleuve de sang et ces montagnes d'eau qui grattent sous ce soleil africain. Cameroun, terre de rencontre, Afrique en miniature. Toutes les bouches chantent avec toi et à travers les vagues, on chantons la liberté. Liberté, liberté, Dieu tout-puissant. Amplitude FM 103.3, c'est Mystique. La femme camerounaise et les enjeux de développement en vue de l'émergence à l'horizon 2035, c'est le sujet phare de Regard sur la Cité pour ce samedi. Mais avant, nous allons attaquer directement le tour d'horizon de l'actualité et de l'information telle que traitée par la rédaction centrale d'Amplitude FM. C'est bien évidemment la rubrique Le Journal des Journaux où nous recevons Grégoire Nsama pour nous faire l'information en raccourci. Bonjour Grégoire. Bonjour Jéréva. Bonjour à tous, on démarre notre machine à remonter l'actualité par la journée d'hier vendredi et c'est la première dame qui était au devant de la scène à la fondation qui porte son nom à Yaoundé. Madame Chantal Biya y est allée présider la traditionnelle cérémonie
d'arbres de Noël. Occasion pour l'épouse du chef d'État de couvrir la centaine d'enfants malades de cette fondation de cadeaux. Toujours hier, vendredi, cette fois en culture avec l'univers de la littérature camerounaise qui s'est enrichi d'un nouvel ouvrage, l'OADA et le secteur informel cas du Cameroun. C'est le titre de ce nouvel ouvrage de 432 pages écrit par Dr Stéphanie Kwemou et publié aux éditions Larcier. Le livre parle des manquements observés dans l'application des textes de l'OADA dans la législation des affaires. Pour l'auteur, l'OADA et ses textes négligent le secteur informel. Sa présentation a eu lieu hier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Les sports étaient aussi au menu de l'actualité de la journée de vendredi hier, avec la finale de la Coupe du Cameroun de football. Hier, dans les journaux, on apprenait que les préparatifs avançaient et que le grand jour, c'est demain dimanche. C'est le président de la République qui ira la présider au stade Unisport de Yaoundé, face à face Unisport du Onkam et New Star de Douala. Jeudi, c'était la fin de la deuxième conférence semestrielle des gouverneurs de région à Yaoundé. Dans les recommandations de ces assises, le ministre René Emmanuel Sadi prescrit à chaque patron de région des mesures strictes dans l'optique de faire aboutir à temps le processus de refonte des listes électorales avec biométrie. Autre recommandation du MINAT, fait de la préfectorale une vraie préfectorale. Toujours jeudi, on a reparlé de la Chambre des comptes. L'instance s'était réunie la veille pour présenter son rapport des comptes 2010 et du rapport présenté, il ressort que l'État a subi un préjudice financier à hauteur de 110 milliards de francs CFA. Les observateurs parlent même d'un manque à gagner énorme dans le recouvrement des recettes fiscales. Ce même jeudi, on était rendu à 4 jours des fêtes de fin d'année. Descendu sur le terrain, notre reporter a constaté que les boutiques et autres espaces commerciaux faisaient déjà le plein de Marie-Albert Avina. La promiscuité reconnue au marché est désormais doublée, voire triplée. Et pour cause, les trottoirs sont pris d'assaut de vendeurs qui vous proposent toutes sortes d'articles. Des petites poupées Barbie à des sapins de Noël munis de toutes décorations. Ces jeunes gens vous font comprendre qu'ils sont au service du Camerounais moyen. Et les prix illustrent à souhait entre 1000 francs et 1500 francs la poupée ou la voiture et 2000 à 3000 francs le sapin de Noël. L'on vous précise que ces prix sont discutables. Au moment où la conjoncture bat son plein dans les ménages, parents et amis s'activent tant bien que mal apparaît leur progéniture aux couleurs de Noël. Ainsi, vêtements et chaussures vendus en brouette sont bon marché pourvu que la petite fille se sente unique et neuve dans sa tenue. Une situation qui traduit la volonté des parents à offrir le meilleur à leur progéniture malgré le coût et le cours de la vie difficile. Mercredi, les membres du CERAC, Cercle des Amis du Cameroun, étaient réunis à Yaoundé. C'était dans le cadre de la 20e Assemblée Générale de leur cercle. Présidée par la première dame et fondatrice du CERAC, les assises ont permis la nomination de nouveaux responsables au bureau exécutif, l'entrée de nouvelles dames dans le cercle, l'adoption du plan d'action 2013. Entre autres, ce même mercredi, l'avenir des élèves de l'école supérieure des travaux publics se définissait avec plus de bonheur. Leur école et l'université de Padoue en Italie signaient à Yaoundé une convention de partenariat financée par l'Union européenne à hauteur de 655 millions de francs CFA. Ressortons de cette journée de mercredi par ce drame survenu à Bangassina. Il s'agit d'une jeune fille de 25 ans qui a trouvé la mort dans les eaux du fleuve Mbam. La pauvre fille était rendue pour se ravitailler en eau. Malheureusement, elle aura basculé et tombé dans les eaux. Mardi, la Commission nationale anticorruption attaquait encore à Yaoundé. Cette fois, les équipes du révérend Père Dieudonné Masségam avaient ciblé le secteur hospitalier. Premier hôpital visité à Yaoundé, celui de Biémassi. Toujours ce mardi, les pasteurs de l'église presbytérienne tenaient une conférence de presse à Yaoundé. C'était dans une démarche urgente de penser une université, de l'EPC, une action à mettre à l'actif du révérend Richard Ondi Tonga.
Le fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et autres calamités naturelles sera doté d'un budget initial de 2 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite mardi par René Emmanuel Sadi qui ouvrait à Yaoundé la conférence semestrielle des gouverneurs des régions. Les travaux qui se sont donc achevés au palais des congrès de Yaoundé. Dernière escale de notre machine, la journée du lundi 18 décembre avec la 37e promotion de la faculté biomédicale de l'université de Yaoundé 1 qui est sur le terrain. Les parchemins de fin de formation leur ont été remis les mains du ministre de la Santé publique André Mamapoda. Et toujours lundi, il y avait le nouveau campus de l'IAI Cameroun inauguré en Kolanga samedi, et aussi le nouvel hôpital ultra moderne du personnel des Nations Unies travaillant à Yaoundé. Une inauguration également survenue samedi dernier. On avait reparlé de tout ça dans le journal de lundi 18 décembre dernier. C'était le journal des journaux. Bon week-end à tous. Amplitude FM 103.3 Mystique. Merci Grégoire Nsama pour cette machine à remonter le temps. C'était l'information forcément raccourcie, telle que traitée par la rédaction centrale d'Amplitude FM. Déjà, nous vous souhaitons, Grégoire, de passer un très très joyeux Noël par anticipation. Et nous entrons et nous entamons donc et recevons tout de suite nos premiers invités qui nous ont rejoints dans ce studio bleu climatisé de la radio Amplitude FM 103.3. Sachez que, mesdames, messieurs, dans le cadre de ce programme, vous aussi, vous pouvez réagir en composant le 22 04 57 30. Ça, c'est pour appeler en direct pour le débat. Madame Antoinette Mediam Tangona, épouse de Kouane, présidente confédérale de la CCT, entendez, Confédération Camerounaise du Travail. Vous êtes dans le studio d'Amplitude FM. Bonjour et bienvenue sur Regard sur la société. Bonjour, et surtout c'est un grand plaisir pour moi d'être reçu à Amplitude FM. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, on sait qu'on parle de femmes camerounaises et des enjeux de développement en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Une présence féminine donc sera de mise dans le cadre de ces échanges. Nous accueillons un autre panéliste qui nous a rejoint dans ce studio, Eric Anselme Abanda, enseignant à l'Institut supérieur La Rosière, doctorant en droit public international. Bonjour Eric et surtout bienvenue dans ce studio bleu. Bonjour monsieur Jerry Ba et bonjour à tous les auditeurs d'Amplitude FM et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, avec vous également on aura le temps de remonter un peu le temps puisqu'on sait que hier, vendredi 21 décembre 2012, on a annoncé la fin du monde. Visiblement, heureusement, le monde n'est pas fini. Oui, mais écoutez, la fin du monde, le calendrier Maya n'a même vraiment pas parlé de la fin du monde. En fait, le calendrier Maya parlait plutôt de la fin d'un cycle. Le bouleversement d'un cycle parce que le calendrier était fixé par rapport à la configuration des constellations des planètes dans l'univers. Vous savez, les Mayas ont récupéré les enseignements égyptologiques de l'astrophysique portés par la dynastie de Khéops, par le grand architecte Khéops, et que durant la période des Hatshepsut et autres, on a récupéré cette configuration qui voudrait que lorsque les planètes sont alignées dans l'univers, dans le cadre de l'astrophysique, il y a ce qu'on appelle le vortex électromagnétique, appelé communément le trou noir. Et les Mayas ont donc pu magnétiser la Terre pour que cette Terre quitte de la galaxie Andromède pour la galaxie de la Voie lactée. Ce qui fait que lorsque le cycle finit, il y a un nouveau cycle qui recommence. Ça veut dire que lorsqu'une année s'achève, par exemple, il y a une nouvelle année qui recommence. En fait, les Mayas montrent fondamentalement comment est-ce que l'univers peut être renouvelé et restructuré vis-à-vis de la configuration du magnétisme terrestre et le changement vu la mutation même philosophico-culturelle du monde. Vous savez que depuis un bon bout de temps, le monde a été dominé à un certain moment depuis 2000 ans par l'Empire romain, c'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui une certaine forme de domination de l'Empire occidental. Mais depuis le 21 décembre 2012, avec n'est-ce pas, les prémices de la crise que subissent les États-Unis d'Amérique,
subit l'Europe, on voit l'effondrement alors d'un monde. En fait, la prophétie Maya parle de l'effondrement et de la fin d'un cycle. C'est le cycle d'un monde. Le monde qui est le monde occidentalo-centrique, pancapitaliste, qui a fondé une évangile d'une civilisation globale planétaire qu'on appelle le capitalisme néolibéral. Cet évangile des prophètes de la mondialisation néolibérale, comme les Friedrich von Hayek, les Adam Smith, les John Milken et autres, qui ont pensé que le capitalisme des marchés sera véritablement la nouvelle configuration de l'économie mondiale, aujourd'hui est en plein effondrement parce que les marchés asiatiques sont de plus en plus compétitifs. C'est ce qui explique par exemple que quand vous allez remarquer au niveau des déplacements internationaux dans le continent africain, les marchés asiatiques sont de plus en plus compétitifs parce que vous allez remarquer que les produits asiatiques ont déjà complètement polluer tous les marchés dans le monde entier. Vous n'avez qu'à voir les motos au Cameroun, vous n'avez qu'à voir les textiles. Vous allez vous rendre compte que les Asiatiques ont dominé le monde. Le nouvel ordre mondial maintenant, en fait, les Mayas en parlent. C'est tout simplement l'effondrement d'un ordre mondial occidental pour la reconfiguration d'un monde mondial, d'un ordre mondial qui sera asiatico-africain. Et c'est pour ça que, comme l'Afrique constitue les 80% des matières premières, le nouvel ordre mondial sera dans un millénaire africain. Donc on va parler d'un millénaire, d'un nouvel ordre mondial africain. Je suis en train d'écrire un livre sur l'Afrique et le nouvel ordre mondial que je souhaiterais publier, n'est-ce pas, d'ici le mois de janvier. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le calendrier Maya parle fondamentalement de la fin d'un cycle et la reconstitution et la reconstruction d'un nouveau cycle mondial. Ce nouveau cycle mondial sera donc un cycle fondamentalement, n'est-ce pas, conçu par les Asiatiques. Et c'est pour ça que la Chine aujourd'hui devient le véritable bastion géopolitique, géoéconomique mondial. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les rapports de force ont complètement changé. Parce que les rapports de force changent complètement, la France-Afrique est complètement lettre morte. Et aujourd'hui, les chefs d'État africains commencent à prêter allégeance au gouvernement chinois. Et je vais vous prendre un exemple. Notre chef de l'État, vous avez remarqué, ça a l'air bête, mais ça c'est pas bête. Quand il a dit ouvertement, suivez mon regard, nous allons maintenant concevoir les usines de montage des automobiles au Cameroun, directement sans 24 à relayer le matin qu'il était un dictateur qui a fait 30 ans, oubliant que ce sont les mêmes Français qui l'ont installé en 82 au pouvoir. Donc voilà le problème aujourd'hui. L'effondrement de l'Empire occidental, quand on ne vous trompe pas, l'Europe est complètement à genoux. Le modèle occidentalo-centrique de pensée de rayonnement cartésien de civilisation est effondré et dissous. Voilà. C'est ça dans le calendrier. Est-ce qu'on peut dire, Eric, lorsqu'on regarde la physionomie du monde avec les catastrophes, avec les tsunamis, les ouragans, est-ce qu'on peut également prédire la fin du monde? Comment expliquer ces changements subites au niveau du globe terrestre? Oui, c'est une très très bonne question et je remercie de m'avoir posé cette question parce que justement ça fait partie de la recherche fondamentale. Les universités africaines ne sont pas dans l'innovation. C'est la raison pour laquelle le Cameroun n'est pas dans le classement des 100 meilleures universités africaines. Il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les catastrophes naturelles, la CIA a instrumentalisé depuis un bon bout de temps ce qu'on appelle des nouvelles armes de destruction écologique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on provoque dans l'univers, dans la magnétosphère de la Terre, on provoque ce qu'on appelle une faille. La faille constitue à quoi? La dégradation de la couche d'ozone pour qu'il y ait ce qu'on appelle une grande forte pression de température et une augmentation du volume des mers liée au réchauffement climatique parce que les rayons ultraviolets font à ce qu'il y ait une augmentation de la vapeur d'eau et que justement il y ait une formation des vents. Et à partir de ces vents, on inverse la polarité des particules. Lorsqu'on inverse la polarité des particules, les agences internationales d'aéronomie spatiale et autres orientent donc ces particules envers les territoires pour pouvoir voir la capacité de destruction climatologique qui sera justement expérimentée parce que dans les jours à venir, la bataille, les guerres ne se feront plus avec la configuration mécanique, comme les armes à feu et autres, mais plutôt avec la configuration d'une innovation technologique. Et comment expliquer que lorsqu'une catastrophe, un ouragan est naturel et qu'on lui donne déjà un nom, les Katrina... Non, évidemment, c'est pas innocent. C'est pas innocent. Les Katrina, Isidore et autres, tous ces ouragans, ce sont les noms des opérations qui tirent les fondements de l'astrophysique égyptienne et de la géophysique égyptienne. Parce que vous avez vu, par exemple, l'opération Memphis, nous avons l'opération FET, nous avons l'opération Némésis, qui sont les différentes formes d'opérations
qui sont instrumentalisés dans le cadre de la géophysique. C'est-à-dire qu'on s'arrange à ce qu'il y ait une très forte capacité de destruction, n'est-ce pas, le flux d'énergie par rapport aux particules. Il suffit seulement d'inverser la polarité des particules. Aujourd'hui, par exemple, on nous a fait comprendre dans les programmes des manuels de physique-chimie que lorsqu'on parle de l'atome, on parle des photons, on parle des neutrons, on a ce qu'on appelle la quantification des charges. Or, il arrive un problème aujourd'hui, c'est que le monde couvre ce qu'on appelle l'antimatière, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le choc des particules avec la théorie du boson de Higgs. Le boson de Higgs, c'est quoi fondamentalement? Il faut que les gens comprennent. Le boson de Higgs, c'est tout simplement les microparticules qui viennent du choc des particules anciennes qu'on appelle les photons et les hadrons et autres. Et ces particules ne sont pas quantifiables. Et c'est pour ça qu'on a porté le système, n'est-ce pas, des algorithmes mathématiques qui consistent maintenant à orienter, n'est-ce pas, ces nouvelles formes de particules qui vont devoir, n'est-ce pas, être utilisées pour des formes de destruction noire afin de dominer, n'est-ce pas, constamment la logique, la domination civilisationnelle. Pour en chuter, pour dire que si les Asiatiques aujourd'hui causent un problème, c'est parce que tout simplement, les Asiatiques sont à la pointe de la technologie et de l'innovation. Pendant que les Africains sont en train de chercher Dieu dans les livres, parce que c'est ça le malheur du continent africain. Parce que vous avez remarqué avec tous ces pasteurs qui pilulent et autres, on est là, on dit la Bible dit, la parole de Dieu dit, pendant ce temps qu'on vient chercher Dieu dans les livres, les gars vont chercher Dieu à la Lune. Voilà pourquoi les gars descendent sur Mars. Pour dire fondamentalement qu'il faut que les gars comprennent que les iPhones, les iPads et tous ces téléphones qu'on a aujourd'hui, nouvelles crises, nouvelles technologies, sont des fruits de la science. Dieu se recherche dans le cadre de la configuration de la science. C'est pour ça qu'on dit dans la Bible. Quand les gens disent même cette Bible, je me demande combien la liste. On dit comment, au commencement était quoi? Était la parole. Et cette parole, c'est la conscience, la science, l'évolution, n'est-ce pas, de l'intelligence humaine. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui dans la théorie de la réalité virtuelle avec la nanotechnologie et la cybertechnologie, d'où la question de la cyberattaque. Parce que si aujourd'hui on intègre le programme des logiciels, quand vous regardez par exemple au niveau des agences internationales, avec l'Iran aujourd'hui qui a des problèmes sur le satellite à cause des capteurs électromagnétiques que justement les satellites font pour pouvoir provoquer la faille dans l'univers, et de cet univers, c'est-à-dire au niveau de la magnétosphère, parce que justement les satellites en détruisant la magnétosphère peuvent provoquer ce qu'on appelle les ouragans. Donc quand on détruit, quand on provoque donc ce qu'on appelle les capteurs électromagnétiques, ces capteurs électromagnétiques vont être orientés pour, n'est-ce pas, les enjeux de domination technologique et cybertechnologique des puissances. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui le monde est vers la nanotechnologie et la cyberrobotique. Voilà, Eric Anselme qui nous explique un peu le calendrier Maya et tous les changements et les guerres qui se citent un peu au niveau de l'univers. Antoinette et Kwan, est-ce qu'on va dire, vous aussi, vous avez eu vent de ce que hier vendredi était le jour de la fin du monde et comment est-ce que vous avez préparé cette nouvelle-là? Merci Thierry. Naturellement, vivant dans la société, étant au courant des différentes informations, on ne pouvait pas rester indifférent. Je vais vous faire sourire. Ma petite fille qui a pratiquement 5 ans, elle m'a dit, mais grand-mère, c'est la fin du monde aujourd'hui. Mais je lui disais, mais tu es encore vivante. Non, c'était un peu pour sourire, pour dire que, non, écoute, je suis tout à fait d'accord avec Eric. L'analyse, peut-être, il nous a donné une analyse scientifique de cette perception de la fin du monde des Mayas. Mais je voudrais dire deux petites choses. Deux petites choses pour dire que le monde est en pleine mutation. On n'a pas besoin d'être scientifique pour le comprendre. Le monde, les pôles d'intérêt et de développement sont en train de se déplacer. La civilisation occidentale est en train de mourir. Et c'est normal, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde justement pour le système gréco-romain. C'est la fin du monde pour l'Occident, c'est la fin du monde pour les différentes dominations qui ont aujourd'hui, qui ont instauré ce libéralisme à outrance qui aujourd'hui a pratiquement tué le monde. Je suis d'accord, c'est la fin du monde. Et c'est la fin d'un monde, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, il faut faire une grande différence. Et en plus de ça, si les gens veulent instrumentaliser ça, moi je dis que ce sont toujours les Occidentaux qui veulent instrumentaliser cette notion de la fin du monde. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'aujourd'hui, eux-mêmes, le système qu'ils ont créé les échappe. Et ils ne maîtrisent plus rien. Et donc, ils sont déboussolés.
Et comme Eric l'a dit, aujourd'hui, on assiste à la naissance d'un nouveau pôle. Tout le développement ou l'évolution du monde se tourne vers l'Asie et plus important vers l'Afrique. Et là, ça c'est un enjeu extrêmement important pour les Africains aujourd'hui. Et la lecture que l'Africain devrait faire et le Camerounais devrait faire de cette fin du monde-là, c'est le renouvellement. Qu'est-ce que j'apporte maintenant dans ce nouveau monde qui va se mettre en place? Si j'apporte, comme a dit Eric tout à l'heure, de me mettre dans la Bible, de m'enfermer dans ma chambre et de lire la Bible et de faire des incantations, naturellement, ce monde-là va aussi nous traverser et nous allons recommencer le cycle et nous aurons perdu. Donc je pense que l'Afrique, aujourd'hui, est à la croisée des chemins avec cette fin d'un monde qui nous donne l'opportunité de réagir. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique a connu de grandes civilisations. Et aujourd'hui, l'Afrique a l'occasion de se remettre sur scène en tant qu'une grande civilisation. Voilà, moi je voudrais un peu, lorsqu'on parle de l'Afrique, de l'éveil de l'Afrique, rentrer un peu en arrière avec le 7e sommet du groupe ACP. On sait que les chefs d'État de ces pays-là, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Paul Biya, a pris position pour dire, écoutez, à l'Union européenne, écoutez, nous voulons que notre partenariat sur les accords économiques de développement puisse cesser et pour qu'on oriente plus cela vers le commerce. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà un certain éveil déjà des leaders africains à comprendre ces mutations du monde? Oui, tout à fait. Je pense que sans faire un faux procès, le président Paul Biya l'avait déjà annoncé. Il me souvient dans l'un de ses discours, il avait dit le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. C'était déjà une énoncée, c'était déjà tout dire. C'est-à-dire que désormais, les relations du Cameroun avec l'autre composante de l'Europe, ça va changer. Donc, si le Cameroun a été, lors de la colonisation, la chasse gardée de l'Europe, maintenant, là, il dit le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. Ça veut dire que nous sommes obligés de redéfinir les différents partenariats que nous entretenons avec les autres. Parce que quand tu n'appartiens à personne, ça veut dire que tu peux appartenir à tout le monde. Ça veut dire que tu peux nouer des partenariats avec tout le monde. Et donc je pense que oui, ils sont de plus en plus conscients qu'il faut changer la donne, qu'il faut partir de cette France-Afrique qui a ruiné l'Afrique pendant plus de 50 ans. Donc moi je pense que c'est une opportunité et je pense qu'il a été, et j'ai été d'accord avec lui dans ce discours-là avec les APE, parce que les APE c'est tuer l'économie, la petite économie émergente des pays africains qui veut se mettre en place. Voilà, vous êtes sur Regard sur la société, c'est Amplitude FM la 103.3. Eric voulait réagir sur les ACP certainement et la volonté de ces États-là de sortir du gouffre enfermé par l'Union européenne. Je suis très content qu'aujourd'hui, devant les plateaux radio, qu'une dame a une analyse typiquement scientifique. Vraiment chapeau madame, parce que une très belle analyse comme ça, et c'est vrai, je vous l'ai dit depuis hier, l'économie libérale est en plein effondrement. Karl Marx a dit le capitalisme force les gènes de sa propre destruction. Ce qui se passe concrètement, c'est par rapport à l'inquiétude des marchés asiatiques. La Chine est en train de botter un pied à la tête à tous ces gars-là, au niveau du continent africain. Et l'Afrique est la plus belle femme du monde. Je vous l'ai dit hier, on a 80% des matières premières de la planète et on est la deuxième réserve énergétique mondiale. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Il y a des très gros enjeux. Alors, le problème des accords ACP, Union européenne, sont les accords soi-disant des instruments de politique de développement des continents africains. Ça, c'est les contes de Papa Noël pour endormir les enfants à l'université. Mais le véritable problème, c'est quels sont les modèles de développement et des mécanismes d'assainissement, n'est-ce pas, de l'environnement économique et financier du continent africain. Parce que quand les gars vous disent maintenant qu'il faut redéfinir, le discours de la France a complètement changé. Pourquoi? Parce que la France est consciente qu'aujourd'hui la Chine est en train de lui dire, mon ami, si tu nous déranges, nous on va te chasser en Afrique. Et voilà le problème aujourd'hui. Gbagbo Laurent, il a payé de ce problème en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a commencé à mettre sur pied les politiques
d'industrialisation et de transformation des matières premières pour pouvoir éviter la détérioration des termes d'échange issus du capitalisme néolibéral par les classiques, les néoclassiques comme les Adam Smith, d'éviter cette forme de détérioration pour éviter que le pays sombre dans les formes d'endettement perpétuel et de dégradation de la croissance économique. On a dit non, il n'est pas un président élu et reconnu par la communauté internationale. On aime les présidents comme les M. Ouattara, qui s'arrange à ce que les pays africains dans les années 89 entrent sous l'ajustement structurel, parce que c'est M. Alassane Ouattara en fait, qui pousse les pays africains dans l'ajustement structurel en tant que directeur du programme Afrique, au FMI. Et c'est que les gens ne savent pas, c'est sa récompense pour le sale boulot qu'il a eu à faire pour les pays africains. Et c'est parce qu'il a fait cette connerie-là qu'on lui a dit, monsieur le président élu et reconnu, pour pouvoir mieux enfoncer les pays africains dans l'endettement. Est-ce que vous pensez qu'il a ce pouvoir-là aujourd'hui d'entraîner vers sa... Non, il n'a plus ce pouvoir parce qu'au dernier sommet qui s'est tenu à Addis Abeba pour l'élection de la présidente de la Commission africaine, il a voulu plaider pour M. Jean-Pierre qui a donné les comptes de la Constitution de l'Union africaine à Sarkozy et Obama, parce que justement, il fallait que le Fonds monétaire africain qui puisse naître au Cameroun devienne le véritable pôle de la régulation des marchés financiers dans tout le continent africain. Et je vais vous dire, ces pays, ACP, Union européenne, sentent pratiquement que les rapports de puissance géopolitique et géostratégique en milieu international, comme Jacques Massovi et sciences politiques, justement, changent le pôle des pôles. Et que l'Afrique aujourd'hui, ayant tout son potentiel énergétique, commence à faire l'objet de convoitises et d'appétit de puissance. Et la capacité militaire d'intervention, par exemple, dans les pays africains, n'est plus la même, on n'a qu'à voir avec le Soudan. Parce qu'on sait qu'il y avait le pétrole au Soudan, les Américains ont voulu mettre sur pied le mouvement sécessionniste du Soudan du Nord et du Soudan du Sud. Et quand les gars se sont rendus compte que ce n'est pas possible d'acheminer le pétrole parce que le Soudan du Sud n'a pas accès à la mer, géopolitiquement parlant, ils ont commencé à réfléchir et dire il faut qu'on mette des chiffres devant la Cour pénale parce que ces derniers ne leur donnent pas du marché pétrolier. Et la Chine a dit vos affaires que vous faites là, gérez ça là-bas, nous on ne gère pas ça. Et l'Europe est en crise, pourquoi? Parce que le cimetière économico-financier qui est le capitalisme néolibéral, qu'ils ont justifié comme évangile de la civilisation mondiale, parce que eux, les faux prophètes de la mondialisation globale sanitaire, ces prophètes-là, eux-mêmes n'appliquent pas ces mesures d'austérité et de coupes budgétaires. Ils ont imposé ça avec le FMI, la Banque mondiale des pays africains, mais eux-mêmes, quand la Grèce, on leur demande de le payer, se promènent avec les cercueils pour manifester dans la rue. Pour manifester, ça veut dire que, Antoinette Ekwan, que véritablement la fin du monde qu'on annonçait, c'était simplement pour faire passer un message aux intellectuels africains et de leur dire, ça y est, c'est la fin d'un cycle, que désormais, prenez votre problème et problématique de votre développement à bras le corps. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en Afrique, et particulièrement au Cameroun, les intellectuels sont suffisamment aguerris pour percevoir ce message-là? Tu l'as dit, Jerry, c'est inéluctable. Vraiment, comme Eric l'explique, la transformation, la mutation, l'instauration d'un nouvel ordre économique est inéluctable et même irréversible. Tous ceux qui vont faire obstacle à cette nouvelle vision de la transformation vont se mettre de côté. Donc, même si les intellectuels africains gagneraient à suivre la mouvance de ce qu'il y a aujourd'hui, personne, même les États-Unis, reconnaissent aujourd'hui la puissance de la Chine. On a même prédit dans les prochains mois que la Chine va devenir le premier, la première puissance économique du monde. Donc, ça va déclasser les États-Unis. Ça va déclasser les États-Unis. Et si la Chine déclasse les États-Unis, vous comprenez que l'Europe est sous le pied. Je voudrais, en ces termes-là, faire des petites choses. Je suis à Vancouver, au Canada, et j'entre dans un truc de souvenirs. Je voulais acheter quelques souvenirs. Alors j'achète des souvenirs. Et comme je suis très curieuse, au bas je regarde Made in China, à Vancouver, au Canada. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout ce qu'il n'y a plus de valeur ajoutée dans ce qui vient de l'Europe. C'est-à-dire que c'est la Chine qui produit tout et envoie en Europe. Tu vas aller à Paris, c'est la Chine. Tout est chinois aujourd'hui. Mais maintenant, c'est la qualité de ce qui vient, de la qualité de la Chine, de ce qui vient en Afrique et de ce qui vient en Europe. Moi, je pense que ce que tu as dit est pertinent. Les intellectuels africains commencent
Et c'est ça qui me désole. Même au Cameroun, c'est ça qui me désole, que les intellectuels camerounais ne prennent pas le temps de s'asseoir pour analyser cette transformation qui est en train d'arriver. Comme un tsunami. Je vous assure que c'est un tsunami. Et personne ne peut arrêter ce tsunami-là. Donc, il faut aujourd'hui que les politiques, les décideurs, les intellectuels s'asseyent pour analyser quelle sera la place de l'Afrique aujourd'hui dans ce nouveau monde et dans cette fin du monde qui a été annoncée et qui a effectivement eu lieu le 21, parce que c'était la fin d'un monde, c'était la fin d'un cycle. Voilà, chers auditeurs et citoyennes, vous êtes donc sur Regard sur la société sur Amplitude FM 103.3. Vous pouvez réagir au débat en composant le 22 04 57 30 ou en envoyant vos contributions au 72 93 87 50, 72 93 87 50 ou alors le 91 72 81 73. 91 72 81 73, ce qui nous permet directement de revenir un peu au Cameroun, puisqu'on a annoncé par certains médias cette semaine quelques bruits de bottes à la garde présidentielle. Des agents de cette garde-là revendiqueraient des primes qu'ils n'auraient pas perçues de la part de leur chef. Comment expliquez-vous cet état de choses que partout c'est un signal fort de corruption certainement, ou bien de détournement à ce niveau-là aussi, si des gens qui sont censés assurer la garde républicaine, la garde présidentielle, puissent aussi avoir de telles revendications? Oui, pour revenir, avant de réfléchir, de parler de la question de la garde présidentielle camerounaise, il faudra que je revienne et j'appuie ce que la dame dit. La dame a soulevé une question très fondamentale et très importante. Parce qu'au Cameroun, on confond l'élite intellectuelle avec l'élite diplômée de l'enseignement supérieur. Vous avez des gros docteurs à l'université, des gros professeurs qui passent le temps à réciter des théories qui ne maîtrisent finalement pas. Parce que je me rappelle une fois un grand professeur français arrivé au Cameroun, et il a vu des professeurs camerounais qui passaient le temps à les citer. Il demande alors à ces professeurs camerounais, vous avez cité nos noms, et vous êtes agrégés, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez donné à vos enfants? Parce que tout simplement, nous n'avons pas un modèle de référentiel culturel pour pouvoir concevoir les théories, pour pouvoir fondamentalement créer un modèle de pôle de pensée africain. Et c'est que la dame soulève, parce que les gens confondent entre avoir les diplômes de l'enseignement supérieur. Pour avoir un doctorat, mais vous n'êtes pas un intellectuel. Mais avoir un CEP et être un intellectuel. On a vu Amadou Kourouna, Mpakeba et autres qui étaient des intellectuels. C'est-à-dire un intellectuel, c'est un illuminé de la société qui n'a même pas besoin d'avoir fait vos longues bancs d'études. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, pour être enseignant d'université, ce n'est pas avoir le doctorat. Je suis désolé. Moi, j'ai vu aux États-Unis à la télévision, à National Geographic Channel, un monsieur autodidacte qui n'a fait que le cours moins 1 dans le cycle de formation et qui est enseignant d'université de géostratégie. Vous imaginez un peu comment est-ce que ça se passe, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre. La maths de l'élite intellectuelle au Cameroun est une maths beaucoup plus portée vers la diplômie de l'enseignement supérieur au lieu de faire dans le domaine de l'auto-recherche, ils ne le font pas. Et je vais vous prendre un exemple palpable. Elle a parlé de la Chine aujourd'hui avec l'Empire occidental et les États-Unis. Les États-Unis titrent de 35% de la richesse de la production mondiale à 14%. Nous avons perdu 21% de la richesse mondiale. Et quand vous regardez la réserve fédérale américaine, tous les capitaux sont entre les mains des Chinois. Ils ont passé tout le temps à faire des guerres dans le monde entier. Aller partager les temps dans le Moyen-Orient, lieu de cultiver les terres. Les Chinois ont cultivé les terres. Les Chinois ont tout acheté. Jusqu'à aujourd'hui, même les McDonald's et autres sont entre les mains des Chinois. Les fonctionnaires américains sont payés entre les mains des Chinois. L'Europe est complètement chinoisée. L'Afrique aujourd'hui est en train de remonter en puissance parce que grâce à l'industrie technologique de la Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont complètement perdus. Revenons sur la garde présidentielle camerounaise. Il faut comprendre un fait, la garde présidentielle camerounaise n'est que victime d'un véritable problème. Le problème de tous les Camerounais, le malaise des Camerounais, c'est tout simplement la malhonnêteté. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a de l'argent. Moi, j'ai eu un proche qui est à travers la garde présidentielle, et je vous assure que chaque fois que le chef de l'État sortait avec ces éléments, ils avaient minimum 250 000 francs par sortie et par jour avec le président de la République. J'ai dit 250 000 francs. Sans ignorer qu'il avait un salaire, ce coach avait un salaire de 150 000 à la fin du mois, mais il avait 250 000 francs par jour. Donc ça veut dire que quoi? En fait, il se pose un problème, c'est qu'au niveau de la date républicaine et la date présidentielle, il y a des groupuscules d'amis et d'intérêts qui vont se former en fonction des configurations claniques ou des configurations, des chapelles exotériques. Parce qu'il faut aussi voir ce phénomène-là entre les lignes.
La Rose-Croix, à une époque, a dominé la présidence de la République. Depuis le changement et le bouleversement de l'ordre maçonnique qui a débuté avec Jacques Chirac, qui est venu complètement afficher tous les systèmes politiques africains, ce qui fait que les gardes présidentiels, que ce soit au Cameroun, au Tchad et un peu partout, les gardes présidentiels ont été maçonnisés. Ce qui fait que quand je parle de maçonnisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de francs-maçons aujourd'hui. Et quand les résicruciens qui sont dans l'intérieur de la sécurité présidentielle se retrouvent avec les maçons, c'est la guerre complètement, c'est la guerre totale. Quand les gnostiques arrivent aussi, c'est une autre forme de guerre totale. Ce qui fait que si un franc-maçon est aux affaires et qu'il dirige peut-être un peloton de la garde présidentielle, il reçoit les primes et que peut-être les petits soldats là, soit parce qu'il y a des gars de la garde présidentielle qui ne sont pas dans cette histoire, quand ils ont là, on vous demande d'adhérer, tu ne veux pas adhérer, il est logique qu'on commence à vous bloquer, n'est-ce pas, et on ne vous donne pas des sous. Et voilà donc le malaise qui arrive. C'est pas que les soldats ne sont pas payés, il faut lever cet équivoque. La garde présidentielle a toujours été très bien entretenue. Vous comprenez? Le problème maintenant, c'est qu'il faut faire fi de toutes les différentes formes d'organisation mystico-ésotériques. Vous comprenez? Et c'est ça le véritable problème. Je vais vous raconter une anecdote qui a l'air bête. Mais ce n'est pas bête, je vous dis pourquoi. Une époque à la garde présidentielle, il y avait un officier de l'armée de la garde présidentielle qui devait présider le défilé du 20 mai au niveau du peloton de la garde présidentielle, c'est-à-dire de groupe, les troupes. Qu'est-ce qui se passe donc? À l'instant T, il commence à avoir une petite maladie et il va donc faire une concentration à la chambre, il constate que l'enfant a disparu. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On fait donc venir un maître, je ne sais pas comment, d'où, de quel pays, qui est venu lui mettre l'enfance pour qu'il puisse présider le défilé afin de pouvoir saluer le chef de l'État. Vous imaginez un peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des querelles des clans et des réseaux. Et il ne s'en cache plus, il ne montre que cela. Mais malheureusement, il faut que vraiment le chef de l'État essaie de nettoyer en fait son service de sécurité. C'est important, je vais vous le dire, parce que s'il ne le fait pas, il sera surpris comme on a vu les Dadis Camara un matin. Hein? Voilà. Moi, je voudrais, Antoinette, interroger un peu, puisque on sait que le président de la République qui est attaqué de partout, à l'étranger, attaqué par-ci, attaqué par ses relations privées avec son épouse, attaqué par son fils. Maintenant, est-ce qu'on peut percevoir une manipulation maintenant qu'on attaque ceux qui sont chargés de garder, d'assurer sa sécurité? Mais Thierry, l'analyse doit être géostratégique. Aujourd'hui, il y a de grands enjeux. Nous venons de soulever un enjeu énorme. C'est-à-dire ce fait que l'Afrique aujourd'hui, le Cameroun en particulier, et le chef de l'État voudraient avoir une autre vision du monde. Il voudrait mener le Cameroun vers d'autres pôles de développement. Et ça ne va pas se faire sans problème. Quand il a dit ce n'est la chasse gardée de personne, ça veut dire qu'il attaquait justement ces loges qui l'ont formé, ces loges qui sont à l'origine. Vous savez ce que Odjola a fait au Cameroun. C'est lui qui a introduit la franc-maçonnerie et l'homosexualité au Cameroun. C'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle. Donc c'est de ces cercles-là qui sont tout autour du chef de l'État, qui aujourd'hui sont, je peux dire, sont en décadence. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit tout à l'heure qu'il faut que le chef de l'État nettoie. On a-t-il les moyens? Parce que un système qui est là depuis 50 ans, un système qu'on veut démobiliser et qui est là depuis 50 ans, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, justement, de démanteler un système qui est là depuis longtemps. Il est attaqué de toutes parts. Pourquoi? Justement parce qu'il a une autre vision, mais comme il y a des plaisantins, mais il veut amener le Cameroun ailleurs, mais d'autres ne veulent pas. Donc, au niveau de la garde présidentielle, il faut donc maintenant trouver où va venir la faille. C'est-à-dire, c'est comme quand on voudrait détruire un barrage. Il faut mettre des failles quelque part. On l'attaque en Europe, on l'attaque à travers son fils, on l'attaque à travers maintenant la garde présidentielle. Mais je dis, cela dénote de la fébrilité que traverse le monde aujourd'hui avec, justement, on ne peut pas ne pas lier les deux événements, hein, cette fin d'un siècle, cette fin d'un monde-là, on ne peut ne pas lier les événements. Donc, tous ces événements concourent aujourd'hui à mieux fragiliser les chefs d'État africains ou les chefs d'État qui veulent aujourd'hui aller à autre chose. La deuxième chose, plus terre à terre, la deuxième chose que je voulais dire, la garde présidentielle a l'image de la société camerounaise, très corrompue. Le malaise est extrêmement profond.
Les injustices sont extrêmement acertes. Et aujourd'hui, vraiment, chacun va chercher. Et ça, ce n'est que le début des revendications. Tous les secteurs, tous les pôles. Moi, je suis dans le monde du travail. Il y a tellement de frustration, de revendications de part et d'autre que si toutes ces revendications-là se canalisent, ça va être très grave. Et je pense que le chef de l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que pour moi, il n'a plus rien à perdre. Il a tout à gagner et sortir honorablement et de remplir son slogan, faire du Cameroun, comme il a dit, un pays émergent. Voilà ce qui, sans transition, on va attaquer au-delà du Cameroun dans ces sujets d'entrée, puisqu'on sait qu'on aura pratiquement une cinquantaine de minutes pour évoquer le thème central qui concerne la femme camerounaise et les enjeux de développement en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On parle du Mali. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé une intervention militaire pour libérer le Nord Mali, pratiquement pris en état depuis quelques mois, mais ce même Conseil n'a pas précisé le calendrier. Est-ce parce que le Mali ne représente pas un grand enjeu pour ces grandes puissances-là qui pilotent le Conseil des Nations Unies, Eric? C'est une très belle question parce que je me rappelle avec le dossier de la crise libyenne, on a fait comprendre au continent africain qu'il n'était pas assez mature pour pouvoir régler la crise libyenne avec Muammar Kadhafi. On a dit à l'Afrique, écoutez, cette histoire-là, ce n'est pas votre niveau, laissez-nous régler ce problème-là. Nous allons installer la démocratie. Ça veut dire que quoi? Un modèle de contrôle géopolitique qui continue d'installer les pantins de l'Occident pour pouvoir contrôler vos matières premières. Et le Mali paye les prix tout simplement parce que le Mali est issu de laxisme des chefs d'État africains qui n'ont pas pu voir le danger venir à distance. Mais cependant, les Occidentaux n'ont rien à tirer avec le Mali pour une raison simple. Il n'y a pas le pétrole. Donc, il n'y a rien à tirer. Donc, ces gars-là, ils peuvent se tuer là-bas. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'intérêt. Je vous assure que si un matin, on découvre que le Mali a quelques gouttes de pétrole, vous allez voir comment les puissances occidentales, comme l'OTAN et autres, vont se déployer pour pouvoir descendre là-bas, faire une guerre et dire qu'ils veulent libérer le peuple malien. Vous comprenez un peu ce qui se passe, c'est que dans le système de maniement de la politique étrangère des grandes puissances, on voit comment le Conseil de sécurité essaye de vouloir prendre ses responsabilités en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies. Parce que quand on parle de l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui parle de la prohibition du recours à la force armée en relations internationales, le statut de la Charte des Nations Unies dispose que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent prendre des résolutions pour pouvoir ramener la souveraineté territoriale d'un État. Vous avez deux problèmes. D'un côté, les questions de politique internationale et de l'autre côté, les questions de politique intérieure. Vous avez vu comment l'agent militaire, avec le capitaine Moussa Sanogo, justement, n'avait pas apprécié l'intervention des forces de la CEDEAO lorsque M. Alassane Ouattara, président de la CEDEAO en exercice, a demandé le recours à la force armée dans le territoire. Mais cependant, curieusement, comme par hasard, Alassane Ouattara va voir M. Idriss Déby, qui n'est pas membre de la CEDEAO, qui est membre de la CEMAC. Lui dit, mon gars, à partir de cette question-là, vraiment dans le cadre de l'Union africaine, prépare tes troupes. Et Déby commence à comprendre que s'il se descend là-bas, ces rebelles peuvent descendre chez lui durant une petite visite devant son palais présidentiel et il sait parfaitement que s'il n'a pas la capacité militaire de faire face, n'est-ce pas, à ces gars qui sont bien outillés sur le plan stratégique. Et il y a un autre problème. Pourquoi la situation pourrie dans les pays africains? Il n'y a pas que le Mali, il y a la Centrafrique de l'autre côté parce que les puissances occidentales veulent fatiguer les régimes politiques avec les factions rebelles et pouvoir, n'est-ce pas, de temps en temps, faire l'objet de chantage. Vous n'avez qu'à voir le M23 avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement avec Goma? Vous voyez comment les casques bleus et les forces gouvernementales de l'état-major du Congolais se sont retirés sans résistance face au M23. Pour dire que quelque part, il y a une manipulation géopolitique qui se pose au niveau des grandes puissances sous le contrôle des matières premières. Et comme le Mali ne contient rien, je vous l'ai dit ça l'autre jour, le Mali n'a rien et on n'en a rien à tirer avec les peuples qui n'ont pas de pétrole. Donc les gars peuvent se couper les oreilles là-bas. Et je vous dis, ils aimeraient un peu ce statu quo là. Comme ça, si ces gars du mouvement, Sadine Moujao et autres, la AFMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, se retrouvent là-bas, je vous assure, l'armée française elle-même, quels sont devenus les accords militaires ou géostratégiques entre la France et ses anciennes colonies? Il était prévu qu'en cas d'intervention, en cas d'agression extérieure, la France intervient militairement. Et ça, j'interpelle le personnel diplomatique, l'ambassade de France. Et le Cameroun a une responsabilité sur le plan diplomatique pour pouvoir régler la crise malienne. Nous avons une intelligence forte. Et je propose mon modèle de politique étrangère. Que le Cameroun, et ça je le profite, je le dis, le Cameroun peut le faire. Et je vais vous dire comment on peut le faire. Simplement. Il suffit simplement que le Cameroun commence à envoyer de l'aide humanitaire au Mali.
le Mali a besoin au minimum de 10 milliards de francs. C'est pas 10 milliards qui va manquer au gouvernement camerounais. On envoie 10 milliards de francs au Mali et on commence à trouver un système de solutionnement à partir des pères africains. On peut voir Nelson Mandela qui n'est pas encore mort. On peut aller voir par exemple les chefs d'État africains, on leur dit bon les gars, dans un consensus sur le plan politique, dans un consensus paraît-il que la CEDEAO s'est déclarée incompétente pour gérer non, écoutez, la CEDEAO s'est déclarée incompétente. M. Alassane Ouattara qui demande l'intervention des troupes et des forces militaires étrangères, lui-même il est en insécurité dans son propre pays. Il sait parfaitement comment il arrive au pouvoir. Si l'armée française se retire de son territoire, il sait comment il va devoir gérer le pays. Voilà, et Eric, vous permettez qu'on prenne un peu la réaction d'un auditeur qui nous suit. Bonjour et joignez-nous au panel dont j'admire les brillants arguments. Ce problème de la garde présidentielle n'a rien à voir avec des revendications salariales. Il y a des acteurs égaux autour du prince qui ne veulent que ça chute. Je suis fasciné par les arguments de cette femme. Beaucoup de courage à elle. Romaric Simo des Sauces. Merci pour cette contribution, Romaric. Et je me retourne donc vers vous, Antoinette, pour demander lorsque un capitaine... on sait que l'ex-président, l'ancien président, était visiblement à la sortie, ne devait plus se représenter, et que juste à la fin de son mandat, qu'on puisse lui faire un coup d'État. Est-ce à dire que, comment percevoir ce malaise-là, alors que le Mali était déjà un exemple de démocratie dans les transitions de pouvoir? Moi, je voudrais prendre la problématique du Mali en amont. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, j'étais au Mali 2 semaines avant que ne se déclenche le coup d'État. J'étais au Mali. Et ce que j'ai vu au Mali, le Mali s'est construit, c'est Kadhafi qui construit. Tous les immeubles qui sont là-bas, c'était la Libye. C'est-à-dire que la Libye avait fait du Mali comme un modèle. Et donc, tous les Libyens, tous les Maliens étaient vraiment dans un accord de coopération vraiment sud-sud. Et ça, c'était un modèle. Maintenant, ce qui se passe est la conséquence justement de la déstabilisation de la Libye. Parce que vous n'oubliez pas que pour pacifier la Libye, le colonel Kadhafi en a, c'est-à-dire, ça a été tout de force de bras. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de groupuscules des rebelles qui étaient vraiment assez indépendants et qui sillonnaient la Libye. Il avait pu les fédérer et la Libye, tant bien que mal, se portait mieux. Mais maintenant, la Libye déstabilisée, parce que justement, comme l'a dit Eric, les Occidentaux avaient leur intérêt dans le pétrole. La Libye déstabilisée, le Mali fragilisé. Voilà. On va donc prendre une légère transition avant de nous retourner véritablement dans notre thème phare de ce samedi 22 décembre de l'an de grâce 2012, la femme camerounaise et les enjeux de développement en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est quoi ta radio préférée? Amplitude FM, bien sûr. Quelle question? Regard sur la société pour cette édition du samedi 22 décembre de l'an de grâce 2012. Et plus un peu l'univers de la femme, l'équilibre des genres au Cameroun. Nous avons une femme engagée dans le syndicalisme. Est-ce que vous avez cette perception qui veut que la femme est en majorité au Cameroun, la femme devrait reprendre ce pouvoir-là et peut-être c'est à travers cette femme-là que le bonheur et la prospérité du Cameroun peuvent venir? Excuse-moi, moi j'ai toujours de la difficulté quand on appréhende le positionnement de la femme, comme tu viens justement de le faire, reprendre le pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est quoi le pouvoir? Non, la femme camerounaise fait partie de la société. La femme camerounaise est une composante de la société comme l'homme camerounais. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Nous recherchons le développement du Cameroun. Donc les deux entités doivent se mettre ensemble pour que on ait bien que je conteste un peu le contenu que vous donnez à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Peut-être que nous allons développer quel est le contenu qu'on donne à ce qu'on appelle émergence aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, la femme n'a pas besoin de prendre le pouvoir.
la femme a besoin d'être au cœur du pouvoir. La femme est le pouvoir. L'homme est le pouvoir en vue d'eux. Donc ça c'est vraiment l'angle sous lequel moi je voudrais appréhender. Parce que quand on appréhende ça, la femme prend le pouvoir, ça veut dire que la femme a face à elle un adversaire. Et l'adversaire tout ce qui trouvait, c'est l'homme. Non. Je ne voudrais pas qu'on pose toujours la sémantique de l'évolution de l'évolution de la femme en termes d'opposition au sexe masculin. Voilà, mais on sait tout de même, Eric, qu'il y a des revendications, puisqu'on sait à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a, je crois, 23% ou 13% de femmes. Sur les 180 députés. On sait qu'il y a beaucoup de structures, d'institutions dans lesquelles on ne trouve pas, bien sûr, des femmes à la tête. Et heureusement, et on l'a fait à tambour battant, dans le nouveau déploiement de la préfectorale, la première femme, Antoinette Zongo, qui est préfet à Banganté. Est-ce que vous avez ce sentiment que le fait, dès qu'il y a une femme placée et on fait du tapage, c'est une manière de chosifier un peu et de remettre toujours au goût du jour, même si Mme Ekwan refuse de le croire, cette adversité, cette opposition entre l'agence féminine et l'agence masculine? Je suis tout à fait d'accord avec elle. Et je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Est-ce que vous savez que scientifiquement, il est prouvé qu'une femme a un QI 2 fois plus élevé que celui de l'homme? Oui. Vous le savez? Malheureusement, les systèmes environnementaux ne permettent pas parfois à la femme d'atteindre les objectifs dans le domaine du développement intellectuel. Je vous dis, les grandes civilisations ont été conçues grâce aux femmes. La Russie a été conçue par Catherine II. La France a été conçue par Ariane. En ce moment, la Thaïlande est conçue par la reine de Thaïlande. Je vais vous dire une chose. C'est le Cameroun. La Corée vient d'élire une femme. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Il y a un professeur français, quand j'étais à l'université de Strasbourg donner cours, il m'avait dit, Eric, lorsque tu vas arriver pour savoir si un pays est développé, regarde le niveau de développement mental de la femme. Exact. Pour comprendre que si une femme est bien assise intellectuellement, directement la femme. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que quoi? Nous avons la réception des cultures. Nous avons eu un modèle de culture occidentale où dans leur système et leur évolution, la femme ne vaut rien et n'est rien, alors que chez nous, la femme est valorisée. C'est pour ça qu'on dote les femmes en Afrique. Parce que la dot, en fait, permet de valoriser la femme et de te faire comprendre que ce que tu viens faire là, tu viens prendre la fille de lui là. Mon cher ami, ce n'est pas un jeu d'enfant. Vous voyez, en France, ils sont complètement dépravés. Vous les voyez se suicident, ils prennent la drogue, ils se shootent toute la journée parce que justement, ils n'ont pas de repères philosophiques. La femme est donc justement le moteur du développement même d'un continent. Le Cameroun est un exemple palpable parce que justement, quand on a commencé à comprendre que dans les cycles d'ingénierie, on peut associer les femmes. Vous avez vu comment les chantiers commencent à progresser, n'est-ce pas, à Mékin et autres, parce que les femmes sont associées. Je vais vous dire ce qui va vous surprendre. Et vous savez que l'un des meilleurs grands chirurgiens en cardiovasculaire au Cameroun est une femme. Et c'est qu'on ne veut pas dire aux gens, parce que tout simplement, il y a une certaine forme d'hypocrisie et de malhonnêteté intellectuelle qui ne voudrait pas qu'on reconnaisse les valeurs des femmes. Et alors, il y a donc au circuit des partis politiques. C'est qu'on ne veut pas mettre les femmes au niveau des grandes orientations du pouvoir politique. Parce qu'on sait exactement leur capacité. Vous avez remarqué que dans toutes les associations où on confie les comptes à des femmes, il y a moins de détournement des fonds. Prenez dans un jour le ministère des Finances, regardez la direction des douanes. Vous avez vu une femme qui est directrice des douanes. Aujourd'hui, la douane commence à enregistrer des recettes de plus de 600 milliards. Après 3 mois, vous comprenez que les femmes sont en train de travailler. Alors, vous voyez, d'un autre côté, la fainéantise des hommes d'un côté, et la malhonnêteté qui est reconnue à ces hommes, et de l'autre côté, vous avez la valorisation des femmes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans les églises, dans les religions, il faut les habiliser mentalement. C'est pour ça que on veut tout faire croire au monde entier, surtout au Cameroun, que les femmes ne servent à rien. Vous allez voir, elles aiment beaucoup voir les séries télévisées. Et je suis surpris parce que pour l'une des rares fois, je vois une grande dame aujourd'hui parler de l'économie, parler de la politique internationale, parler de tout. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les mentalités ont complètement évolué. Et j'interpelle les femmes qui nous écoutent en ce moment d'arrêter de voir les séries. Vous voyez, suivez les débats quotidiens à la télé. Les affaires de rédemption et autres ne vont rien apporter au développement du Cameroun. Amenez plutôt les débats constructifs. Ayez la force de frapper la main sur la table pour demander des fausses responsabilités. Et vous savez que les projets de loi de finances qui ont été votés dans le cadre du budget programme, c'est les femmes qui ont normalisé ces réflexions. Et on ne veut pas le dire. Ils sont tellement malhonnêtes qu'ils viennent maintenant placer les hommes devant pour dire que ce sont ceux qui conçoivent les modèles. Or, il faut comprendre
Les pays comme la France, vous avez vu, Hollande a parlé de la parité dans la répartition de son gouvernement. Pourquoi est-ce que le président ne pourrait forcer à mener ce système de parité? Il faut mener la parité pour mettre les gars en concurrence. Comme ils aiment tellement voler, tellement boire du vin et autres, il faudra qu'on les mette au dos au mur. Moi, je vous ai dit, si je suis président de la République, je vais vous dire ce que je pense. Une femme Premier ministre, première des choses, parce que je ne réfléchis même pas jusqu'à 14 ans. Et deuxièmement, le jour où je mets un homme ministre des Finances, l'année prochaine où je vais nous mettre notre ministre, je prends une femme, je place dans le même poste, c'est-à-dire j'altère les gens dans les postes à responsabilité pour que tout le monde comprenne que le développement, si la femme n'est pas au centre et au cœur du développement, et vous ne pouvez pas. Et l'Église catholique, pour citer, vous avez parlé des religions. Vous savez, l'Église catholique est tellement forte aujourd'hui parce qu'elle a valorisé la femme avec Marie. Parce que si vous ne valorisez pas la matrice conceptrice et procréatrice de l'humanité qui est la femme, vous êtes en train de vous perdre. Tout ce que je vois dans les églises réveillées, là où on vous raconte des histoires dormies debout, si vous n'avez pas mis au cœur le développement féminin, l'apport féminin, vous avez menti, vous avez échoué. Voilà. Antoinette et quoi, moi je voudrais un peu, lorsqu'on regarde un peu le paysage politique camerounais, la femme, on sait que visiblement ou intentionnellement, elle est réduite à des maquereaux, à des danses. Parfois, nos chères mamans viennent des villages et viennent se sécher au soleil toute la journée pour entrer peut-être avec 1000 francs. Est-ce que lorsqu'il y a des femmes maintenant leaders, des femmes qui peuvent penser, que faites-vous pour ramener vos troupes, dire à vos sœurs, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut comprendre dans la vie? Et les positions que vous prenez toujours, c'est de voir la parité. Est-ce que la parité peut jouer dans ce problème? Les femmes peuvent être majoritaires. Pourquoi simplement percevoir le problème sur le contexte de la parité? Thierry, il faut qu'on se comprenne. La société camerounaise doit mettre l'égalité des sexes comme un enjeu fondamental sur de la recherche de la justice sociale. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, si on ne met pas déjà comme enjeu l'égalité des sexes dans tout ce que nous allons faire, c'est de faire des discours, c'est de mettre des 8 mars qui ne servent à rien. Et donc, ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose que je voudrais dire, bien que la volonté politique se soit affirmée avec la création du ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui a pour rôle la promotion de la femme et de l'égalité de genre, et la promotion de la femme et de la famille, ça veut dire que le ministère de la promotion de la femme et de la famille doit rendre des comptes. Ce n'est pas le 8 mars où moi je vois des gens, des femmes, des grands cabas, des fêtes. Non. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille pendant le 8 mars doit rendre des comptes. C'est-à-dire, nous sommes partis de ce stade de pourcentage de femmes. Par exemple, à l'Assemblée, nous sommes arrivés à ce stade. À la mairie, dans les postes de décision, ainsi de suite. Il faut avoir des statistiques de l'évolution de la femme dans la prise de décision. Ce qui ne se fait pas. Le 8 mars, on met un thème, et puis bon, c'est à peine même si on discute du thème. Donc, moi, je voudrais dire que si la volonté politique s'est affirmée avec la création d'un ministère de la promotion de la femme et de la famille, cette volonté politique, c'était du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Parce que, à côté du ministère de la promotion de la femme et de la famille, il doit exister il existe le ministère de la justice qui doit justement, qui a un droit de regard pour essayer de voir cette évolution de la femme et même de réprimer ou de manière répressive, de voir toutes ces violations-là. Moi, vous parlez de l'évolution de la femme et dans la prise de décision. Comment est-ce que ça peut même être possible? Ça ne peut pas être possible tant qu'il existe des lois dans notre pays, des lois qui ont la volonté manifeste de faire à ce que la femme reste toujours une laissée pour compte. Le Cameroun étant toujours à la recherche de son code de la famille. Voilà, et ça, au-delà du code de la famille, je vais vous prendre de petits exemples. Dans par exemple, les biens matrimoniaux. Le Code civil, dans son article 1421, continue de maintenir que le mari administre seuls les biens et peut en disposer, il peut les hypothéquer, il peut les vendre sans le concours de sa femme. Vérifiez. Pourtant, le même Cameroun a ratifié la convention sur l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes.
voyez déjà comme une contradiction. Nous allons parler des traditions. Quel est le regard que la société traditionnelle a pour la femme? La femme, c'est celle qui doit rester à la cuisine. La femme, c'est celle qui fait c'est celle qui fait à manger, c'est celle qui fait les enfants. Et tais-toi. Nous, je vais aller plus loin dans même notre constitution. La constitution dit, l'homme est le chef de famille. Vous comprenez ce que veut dire le chef? Ça veut dire que le chef, c'est sans partage. Le chef, il décide. Nous connaissons ce que signifie le chef dans nos traditions. Donc, il faut revoir un certain nombre au niveau de la justice. Il n'y a aucune loi qui réprime l'harcèlement sexuel. Il n'y a aucune loi qui réprime les violences basées sur le genre. Donc, c'est des choses qui font que la femme doit d'abord trouver un environnement assez sain pour s'exprimer. Et Eric l'a dit tout à l'heure, les femmes ont un potentiel énorme. Aujourd'hui, vous appréciez peut-être, vous appréciez mon intervention ici à la radio, mais il y en a, c'est des dizaines et même des centaines de femmes qui sont capables d'intervenir comme moi. Mais elles sont où? Comme Eric l'a dit, on préfère les mettre sous le boisseau et que c'est l'homme qui se met toujours en avant. Je dis, c'est un tort. C'est un tort. Et la volonté politique doit s'affirmer par celui-là même qui nomme aujourd'hui les gens. Ça coûte quoi au chef de l'État? 30 ans de pouvoir. Aucune femme premier ministre. Aucune femme secrétaire générale. Aucune femme... Et puis, les femmes ont dansé parce qu'on a nommé une femme à la préfectorale. Mais il y en a des milliers qui sont capables d'occuper ces fonctions-là à la préfectorale. Il n'y a pas de volonté politique. On gouverne notre pays avec des traditions. Et tant qu'on va gouverner le pays avec des traditions, on ne va pas décoller. C'est pour ça que je vous demande toujours le contenu de l'émergence en 2035. C'est quoi? Nous y viendrons bien évidemment, puisque nous sommes en période de la nativité, et forcément comme ce sont les femmes qui donnent la vie, nous espérons que la prospérité du Cameroun viendra certainement d'une femme. En vous rappelant, chers citoyens et citoyennes, que vous pouvez réagir au débat en composant le 22 04 57 30 ou simplement en envoyant par SMS votre contribution au 72 93 87 50 ou alors au 91 72 81 73. Le 72 93 87 50, le 91 72 81 73. Nous rentrons donc là dans l'environnement au Cameroun. Comment est-ce que la femme, on l'aperçoit, l'environnement camerounais, on va partir l'environnement politique, économique, l'environnement social même. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'on pourra revenir à avoir peut-être des femmes à la hauteur de Hillary Clinton aujourd'hui ou peut-être copier l'exemple que voulu par des Africains de mettre à la tête de l'Union africaine une femme? Oui, écoutez, on a des pesanteurs dans notre contexte africain, des pesanteurs au Cameroun. Vous savez, il y a d'abord le rôle des religions. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les religions ont avilisé mentalement les gens à faire croire que la femme n'est que la dernière des dernières. Vous n'avez qu'à voir la Bible, tu ne te soumettras à ton mari qui te dominera. Ça a l'air innocent, mais c'est pas innocent. Et je vous dis, quand vous prenez encore une autre configuration sur le plan social, vous allez vous rendre compte que c'est non seulement le modèle, on veut réduire la femme à la... Mais pourquoi on a seulement besoin des femmes lors de l'élection présidentielle ou bien d'une élection législative? Quand vous regardez le carré des femmes qui décident, vous allez vous rendre compte qu'il est plus important que le carré des hommes dans chaque parti politique. On a besoin d'elles que vous allez danser pour aller manger. Et c'est justement ça le danger. J'ai dit une fois, et je l'ai répété à la maison, malheureusement j'ai des sœurs à la maison, je leur fais souvent comprendre qu'écoutez, arrêtez de voir les séries télévisées. Le malheur c'est ça. Arrêtez de voir les séries télévisées et arrêtez de voir les anciens bandits qui se passent pour des pasteurs et des prophètes, qui viennent vous raconter des histoires à dormir debout, comme quoi si vous n'avez pas de mari, non, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est ça le problème, malheureusement. Il est temps que on donne à César ce qui est à César. Ça veut dire pourquoi concrètement que dans notre pays, quand on commence à dire, bon écoutez, comme on sait que les femmes ont le QI très élevé, on commence à leur donner des postes stratégiques et sensibles, comme la recherche scientifique et l'innovation technologique. Si vous donnez à une femme cette recherche scientifique, je parle d'une vraie chercheuse, vous la placez là, vous allez voir comment les gars vont se pousser les fesses. Quand vous allez donner à un homme, lui, son problème, c'est de rouler avec les Mercedes et aller faire le bois de manchot en ville. Et on a vu ça avec beaucoup de nos ministres aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple sur la lutte contre le sida.
Est-ce que vous savez qu'il y a des dames au Cameroun qui ont sorti une nouvelle molécule pour pouvoir guérir complètement la maladie? On n'en a rien à tirer. Vous allez empêcher aux gens de s'enrichir? Non! C'est parce que tout simplement, le monde de développement est un monde qui doit être axé sur le système de l'égalité des genres. Jacob Zuma a mis sa femme à la tête de l'Union africaine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une âme de fer. Elle sait parfaitement mettre les gars à l'ordre. Et vous allez remarquer aujourd'hui, depuis que la Commission africaine est là, les chefs d'État ne se comportent plus n'importe comment dans un désordre, dans une cacophonie totale. Elle a ramené l'ordre. Et tout ça, ça ne se faisait pas avec Jean-Pierre parce que c'était un oui monsieur de la France. Il était toujours constamment en train de voir Nicolas Sarkozy pour lui demander des instructions. Et c'est pour ça maintenant que l'Afrique, en voulant prendre son propre destin, Yahi Boni, le président béninois, a demandé que cette femme puisse prendre la tête de l'Union africaine. Et vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, on a voulu le liquider par son employé, en voulant l'empoisonner. Donc, vous comprenez que si on ne plante pas la femme comme centre modèle de développement, vous allez constater que la société n'évoluera pas. En Égypte pharaonique, vous savez que les grandes pyramides qui ont été conçues sur Imhotep et même sur Gézès, l'empereur troisième, a été faite par Hatshepsut, une grande reine qui a dominé depuis longtemps l'Égypte et a permis à ce que l'Égypte, dans son modèle structurel de développement, puisse rayonner pendant 8000 ans. Et c'est ce modèle-là, justement, que les Occidentaux ont recopié. Ils ont récupéré, et ces femmes, comme les Catherine Dior en Russie, ont conçu un modèle de développement qui a fait que la Russie aujourd'hui devienne ce qu'elle est devenue avec tout cet espace territorial là, de plus de 17 500 000 km² de superficie. C'est un modèle de domination et d'expansionnisme lorsque les femmes ont une conscience éveillée. Si vous n'éveillez pas les consciences de nos femmes, et j'interpelle les mamans, parce que j'ai vu des mamans, des petites filles, tout le monde dans les séries télévisées. Moi, je ne sais pas à quoi ça les sert. Le journal télévisé est là. Et vous allez remarquer que la France 24, France 24, Africa 24, vous allez trouver les femmes au plateau. Et s'il te plaît, c'est pas n'importe quelle femme. Ça, c'est pas des femmes, je vous assure, c'est des femmes calées intellectuellement. Vous ne pouvez pas raconter des bêtises là-bas. Vous avez vu même au niveau même de la radio RFI, il y a des femmes qui interfèrent. Parce que justement, on constate que le QI est très élevé. Mais si chez nous en Afrique, on continue à instrumentaliser la religion, on fait comprendre aux gens le Papa Noël comme quoi elles doivent trouver les mariages parce que ce n'est que ça qu'elles cherchent et aller chercher les vieux blancs à l'étranger. Tant pis pour elles. Voilà. Il faudra donc qu'on ramène donc les valeurs, n'est-ce pas, qui sont les valeurs typiquement traditionnelles africaines, pas les valeurs religieuses. Parce qu'en Afrique, la femme a une très grande valeur. Je vous assure, allez demander la main d'une fille, vous allez comprendre pourquoi est-ce que la dot ne rit pas. Parce que justement la femme a de la valeur. En Europe, on ne demande pas la main de la fille. C'est pour ça qu'ils divorcent, ils se marient maintenant et ils divorcent le lendemain. Et ils sont là directement avec les histoires de sadomaso et autres, des couples échangistes, parce que la femme ne vaut rien dans le modèle occidental. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des mouvements de contestation d'égalité des sexes beaucoup plus là-bas qu'ici. Voilà, on prend également cette autre réaction. Bonjour une fois de plus. On ne saurait se développer avec des femmes qui ne pensent qu'au sexe et s'infériorisent elles-mêmes dans des foyers. La liberté et la confiance s'arrachent. Au Cameroun, elles sont 53%. Pourquoi ne pas voter une femme à la présidentielle comme Kawala? Madame Antoinette et Eric, sachez que la femme a toujours été derrière les hautes trahisons. C'est toujours une contribution de Romaric Simo depuis et ici même à Yaoundé. Ce qui me permet de véritablement vous relancer lorsque on parle de présidentielle. Il y avait 2 femmes qui étaient en lice. Aujourd'hui, on a porté beaucoup d'espoir sur ces femmes. Aujourd'hui, elles sont pratiquement portées disparues. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les femmes elles-mêmes sont à l'origine de leur propre saupoudrage et cette mauvaise considération qu'on a d'elles dans la société camerounaise? Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui venait de réagir tout à l'heure. Il a pleinement raison. En fait, le problème de la femme, c'est la femme elle-même. C'est-à-dire le premier problème que la femme doit résoudre, c'est le problème de sa revalorisation. Qu'est-ce que je suis? Quel est mon apport dans la société? Quelle est la vision que j'ai de moi-même? Si vous-même, vous prenez pour le dernier des imbéciles, alors tout le monde va vous considérer comme le dernier des imbéciles. Ça veut dire qu'il faut reformater la conscience de la femme. Lui faire comprendre qu'elle est un élément essentiel dans le développement. Je disais à certaines des femmes, refuser de s'impliquer dans la politique, refuser de s'impliquer dans le social, c'est refuser le développement, de contribuer au développement de son pays, et c'est une injustice.
Parce que vous faites du mal à des milliers de personnes qui auraient pu bénéficier de votre expertise. Parce que vous refusez cela. Donc, la femme aujourd'hui, c'est vrai que le regard sociétal est encore extrêmement difficile, mais la femme elle-même doit se débrouiller à ce que ce regard change. Moi, je vous assure que moi, je ne veux pas m'auto-glorifier. Je suis au niveau du Cameroun aujourd'hui la seule femme à la tête d'une confédération syndicale. Il en existe 12 au Cameroun. Je suis la seule. Et je vous assure que mes collègues, mes camarades ne me prennent pas pour la dernière des imbéciles, pour dire que comme tu es une femme. Non, pas du tout. Au contraire, quand la femme fait ses preuves, les hommes font attention et écoutent. Maintenant, c'est à la femme elle-même. C'est à la femme de faire beaucoup d'efforts. Parce que vous voyez que quand la femme, elle se met quelque part, elle a besoin de faire 2 fois plus d'efforts parce que les mœurs, les traditions sont encore assez solides. Donc, je suis d'accord avec lui. Ce que nous devons faire, c'est extrêmement important dans l'éducation de la jeune fille, dans sa revalorisation. Eric, vous voulez réagir à la suite de cette contribution? Je vais vous dire une chose qui était très intéressante lors de la campagne électorale présidentielle de 2011. On a vu une femme qu'on appelle Kabangwala qui a eu un très bon programme de croissance économique au Cameroun. Vous avez vu comment elle a fait Africa 24, elle a fait transférer M. Grouva-Ouna, le ministre. M. Grouva-Ouna a été complètement ridicule. Elle a ridiculisé ce monsieur à tous les niveaux. Mais c'est qui a manqué à Mme Kabangwala. Et ça, je veux vous le dire. Toutes ces grandes femmes qui ont porté candidature à l'élection présidentielle, il faut que ces femmes comprennent que pour pouvoir battre des gens comme ça, il faut avoir des porte-paroles. C'est-à-dire qu'elles sont à l'arrière-plan, elles envoient des personnes bien équipées aller faire une bataille pour elles. Et ces femmes, je vous assure que si une femme a même cette stratégie-là, au sein d'un parti politique, elle dit, bon, dès à présent, je vais placer un homme qui va être mon porte-parole. Je vous assure, vous avez vu ce qui s'est passé avec la France? Ségolène Royal est venue en force. Et à moins, Ségolène mettait un pied à sa côté à la tête. Et vous savez, et les rumeurs ont couru qu'en fait, c'est elle qui avait gagné l'élection présidentielle. Et le Conseil constitutionnel, est constitué de l'ami Nicolas Sarkozy, ont fermé la considération en donnant le pouvoir à M. Sarkozy. Donc vous comprenez que Ségolène avait un véritable directeur de campagne, qui était des hommes bien représentés. Vous savez, je vais vous dire, quand une femme est au plateau, surtout une femme qui a bien fait ses études, à l'attention, elle a la tête sur les épaules. Et ce qui fait mal avec les Camerounais, c'est que quand vous entendez, moi j'étais dans un bar, j'écoutais la campagne de Kabangwala, avec la rediffusion et autres, une femme qui dit carrément que voit comment elle est habillée. Elle ne regarde pas l'idée que Kabangwala était en train de sortir, mais elle dit, vous regardez comment elle est habillée, pour dire que quoi, il y a un complexe d'infériorité. Elle développe ce complexe dans leur mental. Et il faut maintenant que pour régler cette situation, que ces femmes dans les partis politiques aient des véritables hommes de confiance, des hommes de main, pour pouvoir servir et protéger les intérêts. Voilà, oui, pour embrayer sur ce qu'Éric dit, c'est fondamental. Parce que la prise de chaque pouvoir est stratégique. On ne prend pas le pouvoir de manière... il faut développer des stratégies. Et la stratégie de la femme aujourd'hui, moi je pense que la femme doit utiliser les mêmes armes que les hommes utilisent. Les hommes, pour battre campagne, utilisent les femmes en grande masse. Vous voyez, et on l'a dit tout à l'heure, quand il faut aller en campagne, quand il faut danser, ce sont les femmes. Pendant que les femmes dansent, les hommes décident. Les hommes sont dans l'antichambre pour décider. Maintenant, la femme qui veut émerger, forcément, elle doit s'appuyer sur des mentors. C'est-à-dire que tout en état, elle n'a pas besoin, parce que la société ayant encore une certaine idée de la femme qui n'est pas toujours assez, qui n'est pas encore revalorisante ni revalorisée. Mais à travers les hommes, à travers des canaux stratégiques des hommes et surtout des jeunes. Parce que moi, je milite beaucoup pour la jeunesse dans l'engagement politique. Qu'on soit une femme, mais il faut s'entourer des jeunes mentors, des jeunes qui comprennent, qui développent des stratégies et qui sont audacieux. La femme doit oser. Tant que la femme ne va pas oser,
pour briser les différents tabous, pour se dire, je suis un élément essentiel de développement, et tant qu'élément essentiel du développement, je dois m'impliquer, quel que soit l'obstacle que je vais rencontrer, mais maintenant, je dois développer de bonnes stratégies pour arriver à une fin. On en sera toujours là. Et comme Eric l'a dit, les femmes regardent beaucoup plus l'habillement. Mais si on utilise des hommes, elles vont beaucoup plus regarder aussi comme il est coiffé, il est beau. Voilà. On va dire quand même dans l'environnement social au Cameroun, on sait qu'il y a quand même une certaine sectarisation des genres. Dans les partis politiques, par exemple, il y a toujours un organe qui est géré exclusivement par les femmes, un autre par les hommes, un autre par les jeunes. Est-ce qu'on ne devrait pas globaliser le fonctionnement, quitte à trouver des bons leaders, que de dire, voilà, le leader des femmes, c'est une manière de les choisir aussi à un niveau, Eric. En fait, moi je crois que c'est une stratégie qui est mêlée par les partis politiques, en l'occurrence le renouveau. Les stratégies sont lesquelles? C'est-à-dire placer les femmes à côté, pour leur dire, essayer d'amasser le plus grand nombre de femmes possible, parce que c'est le contexte électoral, il faut avoir un grand nombre de voix. Mais malheureusement, en termes de récompense politique, quand il faut faire des nominations, on ne pense plus à elles. Curieusement. Je dis bien malheureusement. Mais vous allez vous rendre compte que, qu'on ne veut ou pas, regardez par exemple notre première dame. C'est une dame de cœur, elle fait des dons, elle fait. C'est la valorisation de la femme. Mine de rien, on va dire, il faut se vanter d'avoir une très belle femme comme première dame. Parce que quand vous regardez ce que les autres chefs d'État ont comme femme, vraiment, il faut réfléchir quoi. Donc, je reviens sur ça pour dire que, d'un côté, il y a ce qu'on appelle la beauté physique de la femme. La femme camerounaise est une très belle femme. Bon, il y a aussi la beauté mentale. C'est vrai que ça laisse un peu parfois à dire avec certaines ministres, mais cependant, il y a des femmes bien instruites, bien dans leur tête. Voilà le problème aujourd'hui. Dans les partis politiques, qu'on sectarise ou qu'on ne sectarise pas les femmes, l'objectif c'est la répartition des postes stratégiques. C'est ça l'objectif. Je pense par exemple le SDF. Le SDF, c'est pas parce que le SDF n'a pas sectarisé les femmes que forcément il n'y a pas de femmes qui prennent des décisions dans le comité central du SDF. Le Kaban Wala, elle vient de... Oui, attention, Kaban Wala, c'est une femme qui est dans une mouvance de jeunes. Elle est une jeune femme. Vous comprenez ça? Je vous ai dit... Je voudrais vous relancer parce que, puisqu'on parle d'Edith Kaban Wala, qui est quittée du NEC, c'est-à-dire qu'avec sa fougue, sa force, ses idées, on pouvait la considérer comme un éléphant dans une boutique de porcelaine dans le cadre de ce parti. Le malheur de Kaban Wala, c'est qu'elle est trop intelligente pour ses pairs dans le parti du SDF. Je dis bien que c'est son malheur à elle. Vous savez, on aurait souhaité une femme aboutie qui vienne là raconter, comme j'ai vu notre femme candidate à l'élection présidentielle qui racontait ses histoires d'origine. Voilà, je vous dis, est-ce que vous savez que Kaban Wala, moi j'ai cru une fois, la première fois que je l'ai vu à l'Union Européenne, à la télévision, j'ai cru que c'était une Sud-Africaine. La première fois que je l'ai vue à la télé, à Euronews. Est-ce que vous savez que cette dame que vous comprenez, vous entendez là, donne des cours de management et d'économie en Europe et aux États-Unis? Cette femme que vous voyez assise là. Et c'est comme les gens ne comprennent pas. Je ne suis pas de son parti, je ne la connais pas physiquement, je ne l'ai jamais vue. Je vous le dis, je suis ni du RDP, ni de l'opposition, mais il faut qu'on se dise des vérités. Apprenons à reconnaître la valeur de tout un chacun. Kaban Wala a donc fait malheur que, malheureusement, j'ai vu dans le deuxième débat à Afrique Média, Afrique 24, pardon, son représentant, son porte-parole qui était très léger dans sa manière de prendre la parole. Moi j'ai dit, mais c'est pas possible. Dans un parti politique, quand on a une femme leader comme celle-là, elle devient consciente. En plus, qui enseigne le management. Qui enseigne tous ces managements. Et elle était tellement stratégique, elle avait des chiffres avec exactitude. Vous voyez, par exemple, quand un ministre est venu mentir à la télé, comme quoi le bilan il disait que le chômage est à 4%. Mais la femme était à 90%. Elle a démontré que le sous-emploi n'est pas l'emploi. Et parce que justement, le sous-emploi n'est pas l'emploi, parce qu'un sous-emploi, la caractéristique fondamentale dans le cadre de la croissance, c'est l'absence d'un contrat, par exemple. L'absence d'une sécurisation sociale. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour parler de sous-emploi. Alors, comment voulez-vous nous assimiler que le BIT, l'OIT, par exemple, qui parle de la question de l'emploi, la question n'est pas de la croissance économique à partir du travail. On veut nous faire comprendre que c'est le sous-emploi, l'économie informelle, qui va nous amener la croissance économique. Ça, c'est les comptes des histoires à dormir debout. Kaban Wala a remis ces gens-là à l'ordre. Vous avez vu tellement, c'était ridicule que le ministre on a un moment, a commencé à aller s'attaquer disant qu'il ne paye pas les impôts. Alors, c'est là où justement, Anissé Camille lui pose la question de savoir s'il connaît ce qu'on appelle la TVA. Voilà donc les questions aujourd'hui. Voilà des questions. Il faut adresser des questions stratégiques. Voilà comment. Et Kaban Wala était très stratégique dans sa campagne. Je suis très sûr d'une chose.
je doute très fort qu'elle a eu 0, machin truc de pourcentage. Là. Moi, je pourrais peut-être l'expliquer parce que on a évoqué, Antoinette a évoqué la jalousie. Les femmes, on a cette impression que c'est ça la jalousie. elles-mêmes Écoutez une chose. Vous savez, la jeunesse est complètement fatiguée des fausses promesses électorales. Ouais. La jeunesse est tellement polarisée aujourd'hui que quand une femme comme Kaba Wallan parle, on se retrouve. Vous comprenez? Moi, je me suis retrouvé dans son discours. Mais comment elle a pu donc avoir ce pourcentage-là? Non, je sais très simple. Mais ce sont les lenteurs, ce sont les lourdeurs. Nous connaissons tous comment ça se passe les élections présidentielles. Vous savez, moi j'aime un pays européen d'Europe de l'Est qu'on appelle la Biélorussie. Moi j'aime ce pays parce que le président, lui, ne fait pas le plan. Quand il veut truquer ses élections, il truque tranquillement. Le type a eu 90,99%. Et il vous fait comprendre qu'il était déjà démocratique. Hein? Il a eu 128 sur 135 sièges à l'Assemblée nationale bélarusse. Il a eu 128 sièges. Et il vous dit allez vous vendre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ils donnent des leçons de démocratie, ces gens-là, mais quand il y a des intérêts avec leurs amis au pouvoir, ils commencent à nous faire comprendre que le président avait plus tel nombre de pourcentage. Je vous parle un peu le soldat qui est là aussi à la côté là. Il a donné 80,26%, mais attendez un peu, 80,25%, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition, c'est ça que ça veut dire. Mais quand vous regardez fondamentalement ce qui se passe au nord du pays, dans son propre pays, vers Abbé, chez Munda, vous allez vous rendre compte que dans ces endroits-là, il n'y a pas de véritable soutien électoral. Pour dire que, pour revenir sur la question de Kaba Wallan, c'est pour dire que quoi, les femmes ont un rôle fondamental. Et n'oubliez pas que quand on parle de la masse électorale, il n'y a pas que les femmes, il y a des hommes. Et c'est pas parce qu'un homme peut faire plaisir à sa femme en souriant le soir qu'il va forcément aller voter un autre homme le matin. Non, il va se lever le matin et aller voter une femme, sachant qu'il se retrouve dans son discours. Je n'ai pas voté pour la dernière élection pour une raison très simple, parce que je sentais que les DT agitaient d'avance. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit... Mais il fallait oser quand même donner la chance. Merci Eric, on va rapidement prendre donc une autre réaction d'auditeurs. Nos chefs d'État gagneraient à attirer leur légitimité de leur peuple et non de l'Occident. Du courage à la dame sur le plateau, c'est un message d'Eric qui ne nous a pas précisé d'où venait ce message-là. On va dire que, est-ce que dans d'autres pays africains, il y a une femme qui est quand même présidente de la République au Libéria? Il y en a deux maintenant, avec je pense le Malawi. Il y en a deux. Pourquoi le Cameroun, les femmes ne soutiennent pas véritablement? Il y a une dame qui est députée, honorable Patricia Tomaino Ndamja, qui me disait, si toutes les femmes étaient solidaires, soudées, vous aurez à la dernière élection, vous aurez eu une femme présidente de la République. Ça veut dire que elle étant déjà de l'opposition, elle reconnaît un peu la valeur de ces concerts. Oui, disons que ce soit les hommes, que ce soit les femmes elles-mêmes, on reconnaît aujourd'hui que la femme camerounaise a beaucoup avancé. Intellectuellement, la femme camerounaise est très scolarisée. La femme camerounaise est une femme avertie, de plus en plus avertie, même des enjeux. Parce qu'en fait, c'est la femme camerounaise qui fait l'économie. Je suis désolée de vous dire ça. C'est la femme camerounaise qui fait l'économie. Parce que c'est elle, au quotidien, qui fait bouillir la marmite. Et quand elle se retrouve au marché, et que tout coûte cher sur le marché, elle commence à se poser des questions. Elle se dit, mais comment est-ce que je peux faire tourner ma maison? Et là, elle s'intéresse. Le prix du maquereau sur le marché, mais qu'est-ce que le ministre du Commerce fait pour ça? Qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture fait pour que l'agriculture soit développée? C'est-à-dire, elle devient économiste contre son propre gré, parce qu'aujourd'hui, elle doit essayer de comprendre ce qui se passe dans la société. Donc, vous voyez qu'elle se retrouve dans le champ d'action de la réflexion, sans peut-être le vouloir et sans devenir une grande intellectuelle. Maintenant, ce que la femme doit faire, c'est de revaloriser ses compétences. Non seulement la femme doit revaloriser ses compétences, mais la femme doit aller au-delà de cet esprit. Il y a cette jalousie, et c'est ça, les hommes n'ont pas beaucoup cet esprit de jalousie. Les hommes sont beaucoup plus pragmatiques. Nous réfléchissons parfois avec nous prenons beaucoup de décisions, nous les femmes, avec de l'émotion. C'est-à-dire, on regarde l'habillement, on regarde la manière d'être, on dit, mais peut-être elle peut s'attaquer à mon mari, elle peut avoir mon mari. Donc, vous voyez, on a tout un environnement, toutes des considérations qui font que on perçoit l'autre femme d'emblée déjà comme la co-épouse, d'emblée comme la rivale, mais pas comme celle avec qui on peut composer pour
arriver à prendre un certain nombre de décisions. Donc la femme doit revoir son mode de réflexion vis-à-vis de l'autre femme. Ça, c'est la responsabilité de la femme. Maintenant, la responsabilité sociétale. La société doit, surtout le politique, doit nettoyer l'environnement. Il y a beaucoup de textes de lois, beaucoup de textes réglementaires qui participent à la pesanteur, qui participent à ce que la femme n'émerge pas. Je voudrais te mettre au défi comme on donne les statistiques de toutes les femmes. Par exemple, les compétences féminines au Cameroun. Vous pouvez avoir ça où? Mais pourtant, on dit pour que le chef d'État nomme les gens, il a des statistiques, il a des gens qui ont des compétences, mais moi je me demande où on prend ça. Donc, il y a une faiblesse dans la statistique. Donc, il faut revoir quelles sont les compétences des femmes, où on peut diriger ces compétences-là et comment on peut les revaloriser. Le fait n'est pas toujours d'être Premier ministre ou bien d'être secrétaire général à la présidence. Le fait est aussi d'être dans des postes stratégiques de décision. Et le Cameroun, enfin, gagnerait à respecter ses engagements régionaux et internationaux. On ne peut pas ratifier des conventions, la convention de Maputo, la convention de la paix, et continuer à avoir des textes qui sont tout le contraire de ce que nous voulons promouvoir. Donc, au-delà de la responsabilité individuelle de la femme, il y a la responsabilité de la société vis-à-vis de l'émergence de la femme. Voilà, je suis d'accord avec madame que ses compatriotes arrêtent de se présenter toujours en victime. Elles doivent se prendre pour mieux se faire respecter. C'est toujours une contribution d'Éric Dessoff. On va bientôt sortir dans cette thématique phare, le regard sur la société aujourd'hui. On parle de la femme camerounaise et des enjeux. En quelques minutes, on va parler un peu de ce contexte de l'émergence et du développement vis-à-vis de la femme. Lorsqu'on sait qu'on part vers l'agriculture de seconde génération, tant vantée par le slogan présidentiel, est-ce que vous avez ce sentiment que la femme qui constitue l'essentiel du maillon fort même des gîtes de groupement intercommunautaire. Voilà, actuellement aujourd'hui peut booster cette production au niveau local. Et comment donc outiller donc la femme quitte à ce qu'elle devienne toujours et demeure ce grenier même de la nation? La femme a toujours eu ce rôle fondamental de booster l'économie. Il ne faut pas se leurrer la face. Là, il faut le reconnaître. Ce qui se passe concrètement, la dame a parlé de volonté politique. Et la question que moi je vais rajouter, c'est la volonté économique des gouvernements. Parce que nous ne subventionnons même pas la recherche agricole. Nous ne subventionnons même pas la recherche fondamentale universitaire qui permettront à la femme de pouvoir sortir des potentialités en termes de développement agroalimentaire. Quand nous prenons par exemple le secteur du développement, nous avons par exemple plusieurs dimensions. Je me rappelle une fois au programme de l'IAI, on avait dit les femmes en l'horizon 2015 et 100 000 femmes. 100 000 femmes. Ça, c'était des comptes de Papa Noël parce que c'est insulter même les femmes à ce niveau. Je vais vous dire pourquoi. Aux États-Unis d'Amérique, tout comme en Chine, on a eu des femmes camerounaises, je le précise bien, des femmes camerounaises qui ont eu des prix sur la conception des logiciels. Pourquoi ne pouvait-on pas négocier avec ces femmes-là à l'étranger? Leur dit, vraiment, vous avez des logiciels qui peuvent mettre sur pied des modèles de croissance et de développement qui seront au service du Cameroun. Venez au Cameroun, nous mettons les moyens pour pouvoir amener, n'est-ce pas, un développement équitable et durable. Malheureusement, on n'en a rien à tirer parce que tout simplement, il y a comme une certaine forme de mauvaise foi. L'horizon en 2035 dont il est question ici, c'est une vision de longue portée, de longue distance qui consiste concrètement à mettre sur pied les pôles de développement pour qu'on puisse développer la croissance économique. Mais cela n'est valable que si on met sur pied les meilleurs moyens de financement et d'égalité des genres. Je vais vous dire, les financements sont importants. Les GIC là, tout ça, ça fait partie de la société civile. Les GIC, les ONG, qui font tant qu'il n'y a pas les moyens financiers pour accompagner le développement agroalimentaire, parce que nous sommes encore dans l'agriculture de subsistance et non de rentabilité, pour pouvoir aboutir à l'industrialisation, il faudra, tant qu'on ne le fait pas, nous allons toujours rester derrière. Et comme on sait parfaitement que la femme, dans le domaine rural, peut s'accommoder avec les tracteurs et autres, on lui préfère qu'elle ait la maquette là où pour qu'elle aille faire ce qu'on appelle les travaux champêtres et se contenter de faire ce qu'on appelle l'agriculture de subsistance. Or, ce n'est plus ça qu'on veut maintenant dans le monde. L'Inde aujourd'hui est une puissance agroalimentaire. Le Brésil est une puissance agroalimentaire grâce
à l'ingéniosité économique et la volonté des femmes pour pouvoir développer le potentiel agroalimentaire. On peut le faire au Cameroun et ça va marcher. Et comment donc mettre à profit ce potentiel de la femme? On va sortir de cette thématique, Madame Ekwani. Oui, moi je pense que Jerry, il y a une chose simple, et Eric l'a dit en quelques mots, il faut permettre à la femme d'accéder au financement. Regardez l'accès au financement de la femme. La femme ne peut pas accéder au crédit parce qu'il y a tellement de conditionnalités que la femme, même la femme entrepreneur, même la femme qui voudrait monter une affaire, mais on pourrait dire c'est extrêmement difficile. Donc il faut mettre sur pied des mécanismes pour que la femme non seulement accède au financement, la femme accède au renforcement des capacités. Et je pense que le tour sera joué. Vous savez que 90% de femmes sont en zone rurale. Et donc, si on veut développer la zone rurale avec justement l'agriculture de seconde génération, il faut prendre en main les femmes. Il faut permettre à ce que les femmes accèdent au financement. Il faut que les femmes accèdent au crédit. Et je pense que s'il y a une réelle volonté, qu'elle soit politique ou bien économique, la femme, l'émergence du Cameroun ne peut pas se faire si la femme camerounaise elle-même n'est pas émergente. C'est impossible. Ça va rester des slogans creux. Si le gouvernement, si les politiques veulent vraiment que le Cameroun atteigne l'émergence en 2035, c'est la femme qui doit être au cœur de ce développement. Voilà. On va arrêter donc cette thématique phare sur le regard sur la société ce samedi 22 décembre de l'an de grâce 2012. Le temps de prendre juste une transition et retrouver la chronique sportive du samedi. Yannick Ifa nous a rejoint dans ce studio pour la chronique sportive du samedi. Bonjour Yannick. Bonjour Jerry, bonjour au panel, bonjour aux fidèles auditeurs. Voilà. Les ratés des 3e Jeux nationaux entre donc honte et déshonneur, la dénonciation de la violation flagrante des droits de l'homme et de l'environnement qui ont été le quotidien de plus de 2000 jeunes qui ont pris part au Dixia de Douala 2012 revient mettre en question le bien fondé de ces Jeux nationaux. La chronique sportive de samedi porte donc l'estampille de Yannick Epa. Les Jeux nationaux dénommés Dixiad ont pris leur envol pour le compte de la 3e édition à Douala lundi 17 décembre dernier. Plus de 2000 jeunes, scolaires, universitaires et amoureux de sport venus de la nation entière et des pays voisins tels que la RCA, le Gabon, etc. y prenaient part. À peine les Jeux ouverts que l'improvisation et l'impréparation du comité d'organisation se sont fait billants et ostentatoires. Des jeunes qui dormaient à la belle étoile pour ceux qui sont dans le campus de l'université de Douala avec des stigmates de piqûres de moustiques ou encore perceptibles sur leur peau. Le rhume contracté à cause du froid de la nuit, d'autres passaient la nuit dans de mauvaises conditions. Les filles logées à Sacré-Cœur de Nebel étaient parfois dues dans un lit d'une place à même le sol sans eau potable ni lumière, comme ceux logés au centre d'accueil de Bépanda ou au régiment militaire. Des cas de diarrhée et maux de ventre ont été annoncés dans certaines délégations comme celle du Nord, de l'Ouest ou encore du Sud. D'autres encore ont avoué avoir embrassé une nouvelle habitude alimentaire qui ne sied pas à leur ration alimentaire. Fort donc de ce constat qui précède, l'occasion nous a été donnée de constater de flagrantes et ostensibles violations des droits de l'homme, notamment l'usage de la dignité humaine pour satisfaire certaines pulsions politiques. Nous constatons bien évidemment ici que la jeunesse est utilisée pour ces causes. Constatons aussi le passage du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun au journal de 13h sur la radio nationale du 18 décembre qui a minimisé la situation. Quand on sait que jusqu'à ce jour qui marque la fin des Dixiades à Douala, les mêmes problèmes demeurent et les dégâts se sont faits de plus en plus palpables dans les rangs des délégations. Remarquons que cette cérémonie a suffisamment écorné l'image du Cameroun sur le plan international avec cette plainte de la Guinée équatoriale qui à l'ouverture n'avait pas toujours où
se loger. Constatons également l'absence d'une politique efficace d'encadrement des jeunes évoluant dans les différentes délégations. Sur le plan environnemental, maintenant, le couvert végétal de l'enceinte de l'université de Douala, qui jadis entretenu, a été piétiné et détruit par des milliers de personnes qui y passaient en journée et y passaient la nuit sous le regard impuissant des agents d'entretien et des responsables de cette université. Il serait donc judicieux qu'à l'avenir, l'organisation d'un tel événement soit confiée à une structure spécialisée dans l'événementiel, suggérant la prise en compte des paramètres de droits de l'homme et environnement dans l'organisation de tels événements. Au Comité national olympique et sportif du Cameroun de faire respecter la limite d'âge des participants afin de donner la chance aux jeunes talents d'éclore effectivement. Suggérons aux organisateurs de mettre à la disposition du public des informations crédibles, fondées et vérifiables au titre du droit d'accès à l'information, d'inviter les pays frères et amis que lorsque l'organisation revêt un caractère sérieux et sûr afin d'éviter d'écorner l'image de notre pays sur la scène internationale, de permettre enfin la mesure des dégâts et de l'intégrer dans les paramètres de l'organisation de la prochaine édition. C'était la chronique sportive du samedi. Bon samedi à samedi. Voilà donc la chronique sportive du samedi avec Yannick Fa. Yannick, on sait que c'est demain que décidément se joue la Coupe du Cameroun de football. Nous le disions déjà hier dans le cadre de Top Sport, émission matinale de sport sur Amplitude FM. C'est donc confirmé. L'annonce a été faite hier aux 17h du poste national. Le président de la République personnellement présidera cette finale de la 53e édition de la Coupe du Cameroun, heure donc du début, 16h. Mais avant, on va inviter, n'est-ce pas, tout le public sportif à s'y rendre puisque l'entrée est libre et gratuite. Je rappelle également que la finale de la Coupe du Cameroun, n'est-ce pas, et donc représente ici la clôture de la saison sportive au Cameroun. Donc c'est ce dimanche 23 décembre de l'an de grâce 2012. Cette date-là ne pouvait être autre quand on sait quand même que la finale de la Coupe du Cameroun ne s'était jamais jouée après le 25 décembre. Voilà pourquoi nous donnions déjà en primeur cette information hier. C'était à 6h30, ici même sur ces mêmes antennes. Et la finale opposera quelle équipe? L'Unisport du Oncam à New Star de Douala. New Star de Douala qui se présente ici comme un jeune loup aux dents très longues. Quand on sait que New Star est monté en première division cette année, termine donc 6e au classement final du championnat Elite One. New Star est finaliste. Il faut dire que le président Faustin donc y a mis donc du sien, mais également n'a pas lésigné sur ses moyens pour que cette équipe arrive à la position qu'elle occupe aujourd'hui. Ça sera quand même face à quelqu'un qui a raté le titre la saison dernière face à Coton Sport de Garoua, Unisport, qui on va dire est donc un habitué de la situation. Donc la rencontre est à suivre demain, New Star contre Unisport du Oncam. Alors merci Yannick pour ces informations sportives et à samedi déjà joyeux Noël par anticipation. Joyeux Noël également à tous les invités sur le plateau. Et puis aux fidèles auditeurs qui écoutent donc Amplitude FM de 24 sur 24. On va également dire un joyeux Noël par anticipation à Jerry. Donc merci et à samedi. Il nous reste pratiquement 5 minutes avant de clôturer cette édition de Regard sur la société. On va permettre à nos deux invités qui nous ont fait l'honneur d'être et de partager avec nous toutes ces questions d'actualité de la semaine ou surtout la thématique phare de votre débat politique. On va dire les Jeux nationaux, les DICIA de 3e édition Douala 2012 au cœur du fiasco, Madame Ekwan. Quel échec et quelle honte pour le Cameroun. Vous savez, le Cameroun s'illustre toujours dans l'improvisation. On n'improvise pas ces choses-là. C'est dommage qu'on ait invité des pays sœurs pour étaler pratiquement notre incompétence et notre impréparation. Donc, que cela serve de leçon et que moi je pense il faut mener la réflexion, l'utilité de cette disciade. À quoi ça sert? Voilà, on va dire à grand renfort de publicité pour ces disciades, on voyait tout le monde, les icônes, les ministres, je serai là, alors que l'improvisation leur a dit, moi je suis là. Comment comprendre cet état de choses dans un pays qui se veut sérieux, un pays qui est une nation, une grande nation de sport, Eric?
Moi, je ne pense pas que le pays est tellement sérieux parce qu'il y a un problème avec vos ministres. Les gars ne sont pas là pour gérer la politique de l'échelle de l'État, ils sont là pour se servir. Et c'est des récompenses politiques. Donc, là, le problème, c'est un problème d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que le jeu puisse rater? C'est tout simplement parce qu'il y a sûrement eu des détournements des fonds. Il y a eu cet argent qui a été détourné. Vous imaginez dans quelles conditions nos enfants dorment. Hein? Ça veut dire que concrètement, on n'a rien prévu. Ça me fait penser au football féminin. Je ne veux pas faire le commérage, comme on appelle communément au Kazi, le Congossa. Je me rappelle une fois, il y a une de nos athlètes qui est allée en Angleterre dire ouvertement à la télé, à E-News, qu'on leur a fait comprendre à l'hôtel qu'il ne faut même pas qu'elle monte en deuxième, au second tour. Parce que justement, on n'a pas prévu l'argent pour l'hôtel. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que ces filles sont parties et c'était la Providence qui les a envoyées là-bas aux Jeux Olympiques. On n'avait même jamais souhaité qu'elles partent. Donc ils dérangent même quand elles partent là jouer au ballon. Ça veut dire, et c'est ça la triste réalité. On ne voudrait pas le développement de notre propre pays par le canon de nos autorités administratives et politiques. Et là, ça fait peur parce que si ça a perdu depuis 30 ans, c'est qu'on se repose la question de la problématique même de la politique engagée par le renouveau depuis 30 ans. Voilà le véritable enjeu. Voilà, Antoinette Ekwan, pour le mot de fin, on va sortir de l'émission et on sort avec une autre sportive. On sait que demain, le président de la République présidera donc cette finale qui oppose Unisport du Oncam à New Star de Douala. Vous êtes féru du football vous aussi, comme tous les Camerounais? Bien sûr que je suis féru de football et je serai au stade demain, surtout que bon, présidé par le chef de l'État qu'on voit rarement, et ça ferait aussi un plaisir de partager un instant de communion avec ça. Je suis d'autant plus feuille de football que ça me fait mal ce que devient notre équipe nationale aujourd'hui, parce que justement à cause des politiques, ce ne sont pas les sportifs qui font problème, ce sont les politiques qui font problème. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir, il faut revoir notre football qui nous a tant donné et qui a fait de la nation. Et c'est le football qui nous a d'abord fait une nation émergente. Parce que si nous sommes connus à travers le monde, c'est à partir du football. Et permets-moi, Jerry, de te remercier pour surtout les thématiques d'aujourd'hui. Et je retiendrai surtout cette thématique sur la fin d'un monde. Et je voudrais que nous, les Camerounais, les Camerounaises surtout, s'approprient de la fin d'un monde pour qu'elles se repositionnent comme des acteurs du développement et des acteurs d'un meilleur monde. Voilà, Eric, on sort de l'émission, on regarde sur la société. Votre regard se focaliserait sur quoi en fin d'émission? C'est toujours sur la fin d'un monde, avec le cycle mondial du calendrier Maya. J'interpelle ici tous les maîtres africains des écoles initiatiques. Je m'interpelle là aux initiés. S'ils m'écoutent à Amplitude FM, de travailler sur le plan initiatique ou mystique, de ramener le pôle de développement qui se fait la nuit, c'est-à-dire dans l'autre dimension, au niveau de la matière. Parce que les grandes universités dans le monde entier ont été conçues sur le socle des modèles maçonniques et rosicruciens. Les théories ont été conçues à partir de ce qui a été fait la nuit. Donc il est temps que nos sorciers là, qui passent leur temps à devenir des professeurs d'université aux États-Unis, qu'ils viennent nous enseigner ça. Et que dans les universités, qu'on enseigne même la tradition africaine et l'exotérisme sur le plan mystique pour que nous puissions faire sortir des ordres comme ça se fait en Chine et au Japon aujourd'hui. Top FM donc de regard sur la société. On va remercier nos deux invités qui nous ont accompagnés pendant pratiquement 120 minutes chrono dans le cadre de cette édition du samedi 22 décembre de l'an de grâce 2012. Madame Antoinette Mediam Tangono, épouse d'Ekwan, présidente confédérale de la CCT, entendez Confédération Camerounaise du Travail, mais également Eric Anselme Abanda, enseignant à l'Institut supérieur La Rosière, doctorant en droit public international. Nous remercions également nos auditeurs qui ont réagi sur les thématiques et les grands dossiers évoqués dans ce cadre de regard sur la société. Romain Simo depuis Essos, mais également Eric. Au générique donc de cette édition, coordination centrale Francis Libéral, le chef de chaîne, direction technique Jacques Ndonsi, supervision générale Christophe Nubici, le PDG d'Amplitude FM de News TV, mise en onde des réalisations Legrand, collaboration rédactionnelle Yannick Ifwa, Grégoire Nsama, et puis comme support vocal, j'ai signé Jerry Eba. On se retrouve samedi prochain pour une autre édition de Regard sur la Société. Déjà, joyeux Noël aux auditeurs d'Amplitude FM 103.3.